Parce que quand tu es éduqué financièrement, tu peux t'émanciper intellectuellement. L'émancipation intellectuelle passe par l'émancipation financière. L'investissement, c'est soit tu gagnes, soit tu perds. L'échec fait partie du chemin. L'échec est ton avis. C'est l'action qui produit du résultat. Eric avait une offre d'accompagnement à 1 million d'euros. Je me rappelle, le premier mois, mon business a commencé à faire 100 000 euros par mois. J'ai un mastermind, c'est 4 rencontres dans l'année, ça coûte 15 000 euros. J'ai dû lui verser 75 000 euros. Bonjour à toutes et à tous, nouvel épisode de Zero to Hero, 5e épisode en compagnie d'Alessandro aujourd'hui. Salut à toi. Salut les amis, salut Jo. Aujourd'hui, on va un petit peu rentrer dans le détail sur ton histoire, sur ta jeunesse, sur tes réussites, tes échecs, comment est-ce que tu en es arrivé là, comment est-ce que tu en es arrivé finalement aussi à créer ce podcast. Et on va pouvoir tout simplement discuter un petit peu de tout ça, passer en revue de manière chronologique un petit peu ta vie jusqu'à maintenant, et probablement que ça va donner un peu d'inspiration à certaines personnes de l'audience, tout simplement, pour les inspirer aussi à ce niveau-là. Ok ? Allez, ça roule. Magnifique. Ça roule. Moi, il y a la première question qui me vient en tête, si on y va d'ordre chronologique, un petit peu comment était ton enfance ? À qui ressemblais-tu quand tu avais 5, 6, 7 ans ? Finalement, comment était ton enfance ? Est-ce que tu étais un enfant turbulent, au contraire un enfant calme, etc. Parle-moi un petit peu de cette partie-là de ta vie. Alors, en vrai, à cet âge-là, je me souviens de pas grand-chose. À partir, on va dire, de 7-8 ans. J'étais un enfant relativement calme, assez agité en classe, à l'école, assez insouciant dans la mesure où je vivais vraiment au jour le jour et je ne me projetais absolument pas sur ce que je voulais faire dans mon avenir. Enfin, je pense comme n'importe quel enfant de cet âge-là. Et voilà, non, vraiment, je veux dire, je suivais le chemin qui m'était imposé par la société, par mes parents, qui étaient, j'allais à l'école, voilà, mais c'était pas vraiment quelque chose qui me passionnait, même dès l'enfance, hein, même à 7-8 ans, je veux dire, je considérais quand même ça comme une contrainte. Enfin, ce que je considérais comme une contrainte, c'était plus le process d'apprentissage, d'être en classe, assis pendant des heures à écouter les gens parler. Moi, ce que j'aimais bien quand j'allais à l'école, c'était pour retrouver mes copains, quoi, tu vois. Voilà. Comment était cette relation justement avec ces copains-là ? Est-ce que tu étais un garçon populaire ? Est-ce qu'au contraire, tu étais un petit peu discret, etc. Non, j'étais très introverti, très timide quand j'étais enfant. J'avais un petit cercle d'amis, mais c'était très compliqué pour moi Enfin, c'était pas quelque chose d'aisé pour moi de faire ma place. Je me mélangeais pas trop, j'osais peu m'exprimer, j'étais un petit peu dans mon coin. J'arrivais le matin et je regardais l'heure en fait je me languissais de la sortie, quoi, parce que c'était pas quelque chose que j'affectionnais particulièrement à l'école. J'étais mieux quand j'étais dans ma chambre le soir tout seul, quoi. Tu faisais quoi en dehors des cours ? Moi, je sais que par exemple dans l'école où j'étais, c'était beaucoup le foot. Ouais. Même très jeune, tu vois, il y avait une certaine effervescence autour du foot, jouer au foot en dehors des cours, partir au parc juste à côté de l'école pour jouer au foot. Toi, c'était quoi tes hobbies un peu à cet âge-là ? Mes hobbies, Alors, j'ai commencé le tennis à 6 ans, donc j'en ai fait jusqu'à l'âge j'ai commencé le tennis à 5 ans. Et j'en ai fait jusqu'à 15 ans. J'ai fait 10 ans de tennis. Donc en fait, je passais mes mercredis après-midi et mes week-ends. Mercredi après-midi à m'entraîner et le week-end, c'était tournoi. Donc c'est comme ça que j'occupais en fait concrètement mes journées off. Et je faisais que ça. Voilà. Donc j'avais un cercle au tennis et un cercle à l'école. Voilà. Globalement, c'est un petit peu comme ça qu'était rythmée mon enfance et ma préadolescence. Okay. Moi, une question que je me pose, c'est est-ce que tu foutais la merde en cours ? Si on considère que être quelqu'un qui bavardait beaucoup et agité foutait la merde, alors oui, tu vois, j'avais du mal en fait. Il y a beaucoup d'enfants dans ce cas-là qui, avec le recul, hein, quand je discutais avec des amis, moi j'étais beaucoup agité, je bavardais parce qu'en fait ça ne m'intéressait pas, quoi, en fait, les sujets. En fait, j'ai eu peu de profs dans ma vie qui ont su m'intéresser à leur sujet, tu vois. Je me rappelle, j'ai eu un prof d'histoire et une prof de français que j'ai adoré parce que ils arrivaient à rendre leur contenu intéressant. Mais c'est deux choses, c'est vraiment une compétence à part de rendre ce que tu dis intéressant.
Tu vois, et il y a peu de gens qui ont cette capacité-là. Et moi, donc, concrètement, il y a 2 ou 3 profs qui, quand j'étais en leur compagnie ou dans leurs cours, je me tenais bien parce qu'ils m'hypnotisaient à travers leur contenu et leur sujet. Mais le reste du temps, je m'emmerdais. Je regardais l'horloge et puis je discutais avec les camarades. Ouais. Au-delà du tennis, des cours, on est globalement de la même génération, donc fin des années 90, début des années 2000. Quelles étaient tes sources de divertissement? Est-ce qu'il y avait la télé? Est-ce qu'au contraire tu étais quelqu'un de plus bouquin? Enfin voilà, moi je sais que c'était par exemple la télé, et puis c'était l'ordinateur qui a pas mal bercé mon enfance, les jeux vidéo aussi. Ouais. Mais voilà, en termes d'entertainment, pop culture, par quoi est-ce que tu as été bercé à cette époque-là? Là, si on rentre dans la pré-ado et la phase adolescente, oui, un peu la télé, je pense. Si je regardais beaucoup Plus belle la vie. Alors ça, j'ai regardé Plus belle la vie. Waouh, ok. Ouais, j'ai regardé Plus belle la vie avec ma mère. Je me rappelle quand on était tous les deux le soir. Sinon, je jouais à la console, je jouais à GTA. J'étais un fou de GTA. Ce que j'aimais bien dans GTA, en fait, c'est que tu pouvais, tu vis ta vie de rêve à travers un écran, tu vois. Et moi, du coup, je jouais énormément à ce jeu. Et puis qu'est-ce que je faisais? Les sources j'étais beaucoup dehors. J'étais énormément dehors. Depuis l'âge de 12 ans, en fait, je suis dehors tout le temps et je rentrais le soir. Ma mère me donnait 1 heure et je rentrais à l'heure. Et sinon, j'étais dehors. J'étais avec des potes, notamment Alex, que tu connais. Qui était mon modèle à cette époque-là, et on était voisins. Et puis non, j'étais dehors, je faisais un petit peu de bêtises, mais on faisait des cache-cache. J'habitais dans un quartier, on faisait des cache-cache, on faisait des jeux le soir. J'étais dehors et j'aimais ça, tu vois. J'étais au contact des gens. Et voilà, c'est vraiment ça. J'étais peu chez moi. Quand j'étais chez moi, j'allumais la console ou j'étais avec ma mère, mais voilà, rien de plus. Ok. Une enfance principalement à Poitiers, mais tu m'avais dit à plusieurs reprises que tu avais eu l'occasion plus jeune de visiter d'autres coins de la France, et puis même parfois d'autres pays. Donc quelles étaient ces expériences-là? Comment elles se sont produites? Qu'est-ce que tu en as tiré à ce jeune âge, tu vois, d'aller à certains endroits? Tu me parlais notamment de la Côte d'Azur, Monaco, etc. Comment est-ce que ça se traduit même aujourd'hui, tu vois, et les apprentissages que tu en as eu de ces endroits-là, tu vois? Alors, oui, alors quand j'étais jeune, quand je parle de la pré-ado et l'adolescence, moi j'ai voyagé essentiellement en France. J'avais fait le Maroc aussi avec mon père et ma mère, mais essentiellement en France. Et oui, à la Côte d'Azur. Pourquoi? Parce que mon père est niçois, mes grands-parents du côté de mon père sont niçois. Et donc c'est vrai que depuis l'âge de à peu près même 6-7 ans, je crois, je vais là-bas parce que même ma grand-mère avait une maison là-bas et mon père est de là-bas. Voilà. Et donc en fait, oui, c'est vrai que cet été... tous les étés, en fait, j'allais là-bas et en fait, c'était une formidable région, la Côte d'Azur, tu vois, ça m'a tout de suite fait rêver par le soleil, les paysages. C'est une région, en fait, qui inspire aussi la réussite, l'abondance et tout. Donc, en fait, moi, depuis tout jeune, j'étais exposé à ça, bien que je ne faisais pas partie de cette caste de gens, tu vois, multimillionnaires qui peuplaient cette région-là. Mais par contre, j'étais exposé très jeune on va dire, à l'abondance au niveau matériel, parce que quand on prenait la voiture, je voyais des belles voitures, je voyais des belles femmes, des mecs bien habillés et tout. Et depuis tout jeune, et donc en fait, c'est vrai que ça m'a un petit peu conditionné à vouloir, je voyais tout ça, mais je ne savais pas comment c'était accessible. Et plus j'ai grandi, plus je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que ces gens font que je ne fais pas? Et quel chemin je devrais prendre pour arriver à ce que ces gens-là ont aujourd'hui comme vie, tu vois. Et ça a été un questionnement qui a démarré dès mon début d'adolescence. Ça. Et à chaque été, ça a été à chaque fois une manière de me nourrir et de me conditionner et de me tirer vers le haut. Donc en fait, quand je revenais à Poitiers ensuite à la rentrée des classes, en fait, j'avais vu pendant 2 mois d'été des choses que je ne voyais pas dans ma petite région à Poitiers. Et donc... je savais en fait, depuis tout jeune, en fait j'ai toujours su que j'étais différent, que j'allais faire de grandes choses, tu vois, ça c'est quelque chose qui a toujours été en moi, mais je ne savais pas quoi. Et étant donné que je ne savais pas quoi, ça a été une source de frustration pendant longtemps pour moi, de ne pas savoir quoi. Savoir que je savais que j'étais différent et que j'allais faire de grandes choses, mais je ne savais pas quoi. Et en fait c'est le temps qui a dessiné les choses, comme quoi,
dans la vie, c'est super important de laisser le temps au temps, tu vois. De donner du temps au temps. Tu vois, hier, Auguste nous disait, il faut donner de la vie au temps. Et pas du temps à la vie. Et pas du temps à la vie. Mais comme quoi, des fois, c'est important de se laisser le temps sur certaines choses. Ouais. Et ouais. Parce que la clarté n'arrive pas tout de suite, forcément. Tu vois. Moi, c'est vrai que je partage un petit peu aussi cette histoire-là, ayant vécu en Suisse, etc. Mais concrètement, à quoi ça ressemble de se dire, voilà, je suis destiné à plus, je sens que ma condition initiale, même en étant jeune, etc., il y a un peu ce sentiment de ne pas se sentir à sa place, finalement. Tu vois, assez jeune, de se dire, bah, en fait, je devrais être à cet endroit-là, et plutôt je suis là, tu vois. Comment est-ce que ça se traduit, ça? Quelle pensée est-ce qu'on entretient à cet âge-là pour se dire, ah bah voilà, je suis entre guillemets spécial, bien que personne ne l'est, parce qu'on est 7 milliards d'êtres humains sur Terre, donc chacun a sa spécialité, mais comment est-ce que ça se traduit? En fait, à cet âge-là, tu te dis pas, oui, moi je suis spécial. C'est plutôt en fait le cercle qui m'entoure est spécial. Moi, je te donne un exemple. Depuis tout jeune, mon père en fait a toujours été une figure emblématique. Enfin, mon père, ça a toujours été une figure d'inspiration pour moi. Il a toujours été entrepreneur. Quand j'étais au collège, même en fin primaire, collège, lycée, il a eu des restaurants, des bars, il a été producteur de théâtre, il a fait plein de choses. Et socialement, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de réussite, qui était très estimé, qui était socialement toujours très entouré, qui rayonnait autour de lui, qui était très charismatique, très bon communicant, etc. Et depuis mon début, ma pré-ado, en fait, je le suivais partout, en fait, dans ses réunions, dans ses bars, dans ses restos, etc. Et donc, en fait, et la journée, j'avais cours, tu vois. Mais le soir, j'étais baigné dans un environnement d'adultes, d'hommes d'affaires, de machin, alors que moi, j'étais juste un petit collégien ou un petit enfant en primaire. Et donc, en fait, c'était plus ça qui faisait que je me sentais différent. C'était plus le fait d'avoir un père comme ça. Voilà, tu vois, ma mère, c'était une personne qui m'a toujours beaucoup estimé, beaucoup boosté de par l'amour qu'elle m'a apporté, parce que je suis fils unique, tu vois. Mais c'est vrai que c'était plus en fait cette dichotomie qu'il y avait entre le petit enfant que j'étais à 11-12 ans avec ses camarades de classe, et le soir j'arrivais dans un environnement d'adulte, tu vois, le monde de la nuit, les restaurants et tout. Et ça, c'est ce qui me fait. Donc en fait, j'apprenais le soir énormément, tu vois, j'étais dans le concret, dans la réalité, dans le vrai, dans les affaires, dans le terrain. Et la journée, j'étais dans la petite salle de classe avec les enfants de mon âge, tu vois. Et ça, je sens que ça m'a nourri, tu vois, ça m'a conditionné. C'est pour ça que je dis que mon père a été depuis très jeune un modèle, dans le sens où j'ai voulu moi aussi, en fait, très rapidement rentrer dans le dur, dans la réalité, et aspirer à ce que lui était, c'est-à-dire à l'époque une figure avec une vraie réussite sociale, de l'aisance, une modeste réussite financière et tout, mais moi je me suis dit voilà, il faut absolument que j'apprenne à prendre confiance en moi, que je lui prouve, en fait, tu vois, j'étais très tôt, j'étais dans cette démarche de vouloir aussi lui prouver que moi j'étais capable. Parce qu'étant donné que c'était une personne qui prenait énormément de place aux yeux des autres, moi j'arrivais pas en fait à trouver ma place. Ça, c'est un petit peu le chemin du haut de mes 25 ans, la rétrospective que j'ai fait de ma jeune vie sur quels ont été parfois mes points bloquants, et ce qui m'a poussé à m'améliorer, c'est que j'étais animé pendant toute la phase de mon adolescence par le fait de prouver à mon père que j'étais capable de m'en sortir par moi-même, et ça a été le premier moteur qui m'a poussé, tu vois, à monter un business par moi-même, etc., et à réussir. Parce que aussi, avant de me prouver à moi-même, c'était de lui prouver que j'étais capable d'être indépendant et d'avoir une réussite égale, voire supérieure à la sienne, tu vois. Ce qui en soi, quelque chose d'assez je sais pas si c'est quelque chose d'égocentrique ou quoi, mais en fait ça a été un moteur pour moi, parce que je voulais en fait arriver au niveau où, selon ma perception, où il était, en fait. Tu vois. Il en a pensé quoi de ça, justement? Est-ce que tu lui en parlais? Est-ce que c'était un sujet de discussion? Est-ce qu'au contraire tu faisais juste les choses un peu dans ton coin en espérant qu'il le remarque, etc.? Ou bien c'était vraiment un sujet, voilà papa, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de te prouver, etc. C'était un sujet? Non, je lui disais pas j'ai envie de te prouver, j'essayais de le modéliser, tu vois, je reprenais ses expressions, sa gestuelle, la manière de se tenir, ses blagues, et j'essayais de les refaire à ma sauce, tu vois, au collège, avec le charisme d'un mec de 13 ans, tu vois. Donc bon, voilà, tu vois. Donc c'est pour ça que ça, des fois, ça crée un petit peu une distorsion, tu vois, aux yeux aux gens de mon âge qui comprenaient pas forcément, tu vois. Mais non, je ne lui disais pas, j'avais pas le courage de lui dire ça. Non, pas du tout. Non.
Quelle influence a eu justement son entourage à lui, les personnes qu'il rencontrait, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit même des restaurateurs, etc. Même, je pense que dans le milieu de la restauration, tu rencontres beaucoup de clients, etc. Quel était le regard que tu portais aux autres adultes, autres que tes parents, tu vois, et à quel point est-ce que tu accordais de l'importance à ces personnes-là? De l'importance, pas vraiment d'importance en fait, c'est comme si j'étais un personnage dans un film, hein. C'est-à-dire que j'observais, moi, j'arrivais dans une pièce, je suivais mon père faisait ce qu'il avait à faire et puis moi j'observais tout le monde, tu vois. Donc, c'est comme si j'étais la personne omnisciente dans une scène de film à chaque fois, que ce soit quand elle allait dans ses restaurants, dans ses bars de nuit, dans tout ça. Donc bon, voilà ma place en fait, mais en fait, c'est que je pense ce qui est vraiment la matière qui est à l'origine de mon éveil, en fait, vraiment, c'est que très tôt, j'ai été exposé aux vraies choses de la réalité. Tu vois, j'ai vu très tôt, tu vois, j'ai suivi mon père dans ses affaires de nuit, par exemple. Donc, j'ai vu des choses qu'un jeune enfant ne devrait pas voir normalement, tu vois. J'ai vu mon père se battre, tu vois, par exemple, en sortie de bar. J'ai vu des fois des personnes malveillantes vouloir faire du mal à mon père et mon père se défendre devant moi dans un bar en pleine nuit. J'allais dans des réunions d'avocats avec mon père quand j'avais 13-14 ans, tu vois. J'écoutais en fait, donc ça m'a permis de m'enrichir tellement, tu vois, que ce soit en termes de vocabulaire, de prise de confiance, de comprendre en fait comment fonctionne le monde réel. Pas ce qu'on t'enseigne à l'école, tu vois, c'est pas la réalité, tu vois, ce qu'on t'enseigne à l'école, c'est de la théorie, tu vois. Et donc en fait j'ai eu la chance très tôt d'être exposé à la pratique mais aussi à la théorie, là où la plupart des enfants sont exposés uniquement à la théorie. Moi j'avais la chance d'avoir un père qui a touché à tout, qui a eu des hauts, des bas dans sa vie. Il a eu des réussites, il a eu des échecs, il a eu des phases de succès, des phases de dépression, et moi j'ai assisté à ça, j'étais avec lui. Et d'ailleurs, sa phase où il a eu une phase assez compliquée, et j'avais 18 ans, j'avais 18-19 ans, et j'étais auprès de lui, j'avais la maturité d'un mec de 18 ans, tu vois, mais j'étais à ses côtés, j'ai vu mon père avoir des vraies difficultés, tu vois. Et en fait, voilà, ça m'a vraiment permis de m'éveiller assez jeune, ça, et de comprendre un petit peu les enjeux de la vraie vie. On va avoir l'occasion d'en parler justement de qu'est-ce qui a pu arriver finalement dans ta jeune vie d'adulte, ce qui a pu arriver à ton père, etc., les histoires que vous avez pu vivre ensemble. Vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir qui est son père. Ouais. Voilà. Vous aurez l'occasion de le voir à multiples reprises prochainement. Mais c'est vrai que c'est sacré personnage. C'est un sacré personnage, mais c'est aussi une figure masculine assez forte. C'est un homme convaincu, un homme avec des convictions, on va dire. Donc forcément, quel est l'impact d'avoir une figure aussi masculine, tu vois? C'est vrai qu'on en a parlé déjà dans ce podcast, notamment avec Romain Gazan, etc., la figure d'homme fort, etc., de alpha, bêta, comme certains diraient sur Internet, les red pill, les fameux red pill. Mais quel est l'impact que ça a eu de voir un homme, pour le coup, masculin, avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de caractère aussi, et finalement de le voir au quotidien, et quel impact ça a sur toi encore aujourd'hui, tu vois? Oui, très bonne question, très bonne question. L'impact que ça a eu, c'est que déjà, forcément, quand tu as un père qui prend beaucoup de place, qui a une certaine réussite et qui prend beaucoup de place en fait. Moi, c'est déjà ça a été pendant très longtemps. J'ai vécu dans l'ombre de mon père, donc j'arrivais pas à m'exprimer correctement, et donc au début je l'ai pris comme une vraie frustration dans la mesure où j'arrivais pas à m'en servir comme une force et comme quelque chose de positif pour avancer. Donc pendant très longtemps en fait je vivais dans l'ombre de lui. C'est comme ça que je le percevais. Du coup forcément ça nourrissait pas positivement ma confiance. J'étais pas confiant, j'arrivais pas. Voilà. Maintenant, parlons des avantages. Les avantages, si tu veux, c'est que forcément, mon père, c'est quelqu'un qui a toujours pris des risques dans sa vie. Et Dieu sait à quel point aujourd'hui la prise de risque est importante dans la vie. Je veux dire, il n'y a personne qui accomplit grande chose sans prise de risque. Et lui, toute sa vie, en fait, il a fait ça. Et moi, j'ai assisté ça dès mon plus jeune âge. C'est pour ça aujourd'hui que, en fait, j'ai une vraie relativité par rapport aux choses, et
Je sais ce qui est important, ce qui ne l'est pas, et je n'hésite pas à prendre des risques. Et ça, c'est une vraie qualité importante. Et moi, je l'ai vu depuis très très jeune auprès de mon père, parce que mon père, la plupart des... Faut pas oublier que la plupart, notamment sur la génération de nos parents, c'est des gens qui ont un métier ou deux dans leur vie, tu vois, et qui font pas. Mon père, il a eu 10 vies. Il a eu 10 vies. Il a fait énormément de trucs. Il a eu des magasins dans l'ésotérisme, il a été producteur de théâtre, il a eu des bars de nuit, il était dans la restauration, il a fait du football, enfin, il a fait plein de choses. Il a fait des marchés, enfin voilà. Et donc, le fait qu'il ait une telle pluralité, qu'il ait expérimenté tellement de choses, en fait, ça m'a ouvert l'esprit, quoi. Ça m'a ouvert l'esprit très, très jeune. Le fait d'avoir une figure de quelqu'un qui ose donc sur tous les aspects de sa vie, qui s'affirme, qui a des convictions fortes, qui ose prendre des risques, forcément ça déteint sur son enfant, tu vois. Et moi, sur toutes ces choses-là, ça m'a inspiré. Tu vois, ne serait-ce que quelque chose de bénin, c'est quand tu es avec lui à un dîner et que tu es à une table de 10 personnes et que les 10 personnes parlent de quelque chose, d'un sujet sur lequel tu n'es pas forcément en accord, lui, il va ouvrir sa gueule devant tout le monde. Là où la plupart des gens, en fait, ils vont assister à une discussion sur laquelle ils sont pas forcément en accord et puis ils vont rien dire par peur du regard ou du rejet ou du jugement. Et ils vont dire, non, mon avis au final n'est pas important, laissons faire. Lui, il va ouvrir sa grande gueule devant tout le monde et puis il va oser dire haut et fort, en fait, son accord, peu importe ce que les autres pensent. Ce qui lui a valu des pertes d'amitié, ce qui lui a valu voilà, c'est ça en fait, il a toujours osé dire ce qu'il pensait, donc avec les lots d'avantages et les lots d'inconvénients que ça comporte, tu vois. Et ça c'est quelque chose qui a toujours suscité mon admiration. C'est intéressant de voir un petit peu ce suivi finalement, d'être un petit peu dans l'ombre de son père, etc., de pouvoir suivre. On aura l'occasion de le voir et de discuter avec directement dans ce podcast, et vous aurez l'occasion aussi de le connaître. Je pense que ce sera quelque chose de sympathique, ça va susciter pas mal de réactions. Donc là, on est sur la partie d'adolescence où tu vois ton père faire des choses. Toi, quand est-ce que tu as commencé à faire des choses, justement ? On parle souvent de la notion de faire. Alors, bien évidemment, il y a toute la partie mindset, etc. Et surtout dans la notion de business, c'est quelque chose qui revient extrêmement souvent. Mais qu'en est-il de faire ? Comment est-ce que ça s'est traduit, finalement, dans ta jeunesse ? Comment est-ce que tu as commencé à faire des choses, à entreprendre des actions voilà, de manière assez concrète. Les actions concrètes que j'ai commencé à entreprendre dans ma vie, moi j'ai commencé à... Déjà mon stage de 3e, là où j'ai commencé vraiment à travailler, j'ai fait mon stage de 3e dans un magasin, une épicerie fine qui s'appelait le Moulin à Café. Le Moulin à Café à Poitiers, donc en fait c'est une épicerie fine qui vendait du café et du thé artisanal et qui avait un côté bar. Donc en fait, mon stage de 3e, seconde, première et terminale, je l'ai fait là. Donc j'ai fait ça. Donc en fait, j'ai fait du service de thé et de café. Donc là, j'ai eu mes premières expériences de professionnels non rémunérés. Donc c'était des stages. Donc ça m'a permis c'était ma première expérience extrascolaire. Donc ça m'a permis d'être exposé au concret, au-delà de fait d'assister en mode observateur à ce que faisait mon père. Et ça m'a appris, déjà ça a été les premières expériences qui m'ont fait prendre un petit peu confiance en moi, voir comment les contacts des gens, le relationnel, et ça m'a tout de suite plu, l'aspect commerce, l'aspect vente en fait. Et donc en fait je me suis dit c'est génial, j'ai beaucoup apprécié ça. Ensuite à partir après la terminale, donc j'ai fait une année sabbatique, ensuite j'ai commencé une école de commerce, la Subdeco La Rochelle, j'ai fait 6 mois, ensuite j'ai exit pour des raisons qu'on abordera peut-être, mais j'ai eu l'occasion dans le cadre de ce programme, enfin de cette école, de faire à peu près 1 mois ou 2 de stage dans la maison Chanel à Luxembourg, donc une maison, on connaît tous Chanel, que j'ai eu la chance, ça s'est fait un petit peu par hasard. Ça c'était une expérience pareille non rémunérée, mais j'étais vraiment dans un autre monde, hein. J'étais à Luxembourg chez Chanel, donc j'ai vraiment vu ce que c'était que la vente haut de gamme, la vente élégante, le fait de vendre des produits chers, de comprendre l'histoire d'une marque, etc. Donc ça a été extrêmement formateur, mais ça a été surtout la dernière expérience professionnelle pour moi dans le monde du salariat, qui a suscité en moi
énormément de frustration et surtout qui m'a fait dire que plus jamais de ma vie je ne voulais être salarié. Ça a été le point de rupture avec le salariat pour moi. Voilà, j'ai eu 2 expériences professionnelles, le moulin à café en tant que stagiaire, vendeur, serveur, et j'étais pas vendeur à Chanel, j'étais l'exécutant à tout faire. Tu vois, je servais le champagne, je mettais les chaussures sur les pieds des Japonais qui me disaient même pas bonjour, je rangeais le stock, je défaisais les sacs à 5 000 € et je les mettais dans les cartons. J'étais la boniche, quoi, tu vois. Sans leur manquer de respect, mais voilà. Disons que c'était mes 2 expériences professionnelles. Ok, donc ça c'est sur la partie salariat, peut-être un peu plus traditionnelle, où finalement tu as un patron, tu es un exécutant de tâches qu'on te donne, rémunéré ou pas, enfin voilà, c'est une position que moi j'ai pu vivre. Elon Musk disait quelque chose d'assez intéressant, et il l'a dit même à plusieurs reprises, un dealer de drogue a plus de connaissances sur le business que 95% des CEO qui sortent des écoles de commerce. Alors, me tenez pas rigueur là-dessus, c'est pas exactement comme il l'a dit, mais l'état d'esprit est là. Quant à ses expériences entrepreneuriales, parce que finalement un dealer est un entrepreneur, raconte-nous un petit peu cette histoire que tu as également racontée dans ton bouquin, que tu as détaillée dans ton bouquin. Comment est-ce que tu as été amené finalement à commencer l'entrepreneuriat et puis à faire ces tâches plus indépendantes, on va dire, de mettre en place des actions pour gagner de l'argent de manière indépendante. Moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat par nécessité, parce que du coup, je me retrouve dans une position où j'arrive avec mon petit air jeune, arrogant envers mon père et ma mère en disant « c'est bon, je ne serai plus salarié de ma vie, Chanel, c'est pas pour moi. » D'accord, et en plus de ça, j'arrête l'école de commerce, tu vois. Donc c'est bien. Donc ensuite, tes parents, la première réaction qu'ils ont eue, c'est ok, on te regarde. Tu vas faire quoi? C'est bien beau de faire mais il faut bien un bac, il faut bien que tu aies un diplôme, quelque chose pour que tu puisses trouver du travail au cas où ça marche pas. Tu vois, au cas où ça marche pas. Non, ça va marcher, de toute façon, il n'y a pas le choix. Donc en fait, ça part d'une frustration. Déjà, de comprendre que le schéma initial traditionnel qui m'était proposé par la société, qui était le salariat, je l'ai expérimenté 2 fois. Et en fait, c'était cellulaire, tu vois, c'était cellulaire, c'était physique, ce n'était pas possible que ça se reproduise. Donc c'était un choc, tu vois, c'est comme si je te mettais un fer à repasser chaud sur la poitrine, frérot, tu vois, et je te dis tu bouges pas et tu gardes la tête comme... Non, c'est pas possible, tu vas avoir un choc. Moi c'était pareil, électrochoc. Et donc c'est très bien, donc ensuite il faut trouver des solutions. Et donc alors, ce qui se passait, c'est que pendant ma période chez Chanel, je me renseignais sur YouTube, le business en ligne, le trading, le e-commerce. Quelles étaient justement ces sources d'informations-là, ces sources de motivation? C'était YouTube, c'était l'époque de Cédric Anisset, de Théophile, de Sébastien Cerise, de Léo Guillot, je crois de Tammy Cabage aussi à l'époque. Donc en fait, je voyais des mecs en ligne qui, de prime abord, avaient... pas ou peu d'expérience et qui arrivaient en fait à vivre de leur passion ou à vivre d'un business en ligne. Donc ça a suscité ma curiosité. Je me suis dit en fait je peux moi aussi faire quelque chose. Alors quoi, je savais pas, parce que je suis qui, tu vois, je suis un étudiant, j'ai rien fait et tout. Et en fait là je me suis posé les bonnes questions. La première question que je me suis posée, c'est super important de se poser les bonnes questions, parce que c'est la qualité des questions que tu te poses qui détermine la qualité de ta vie. Oui. Et donc la première question, la question la plus importante vraiment qui a changé ma vie et qui a fait que ça a marqué un tournant dans la suite de mon histoire, c'est que je me suis dit quelle est la chose que je fais naturellement de manière exceptionnelle et inconsciente et qui m'a toujours sorti de situations difficiles dans ma vie. Et cette chose-là, ça a été le fait de m'entourer des bonnes personnes, tu vois. Et donc, en fait, je me suis dit, ok, mais là, aujourd'hui, pour créer un business en ligne, comment je pourrais faire ou quoi? Et j'avais pas forcément la réponse. Et l'été arrive, et puis là, du coup, je vais sur la Côte d'Azur, encore une fois. Et sur Internet, je rencontre, je sais pas pourquoi, je DM un mec sur Insta. Comme tout à l'heure, t'étais à la salle de, je sais pas où t'étais, mais je vais te montrer, j'ai envoyé plein de DM à des mecs sur Dubaï pour les avoir en podcast, tu vois. J'étais là, je somnolais, je me forçais à dormir parce que je sentais un peu de fatigue, j'avais un peu trop mangé. Puis là, boum, une idée arrive, je reprends mon tel plein d'énergie,
je m'assois sur le lit pour avoir le niveau d'énergie et j'ai DM des mecs pour les avoir en podcast, tu vois. Et ça, pareil, je l'ai fait. J'étais dans la voiture et tout. J'allais dans un resto avec mes parents et puis boum, je DM un mec qui a un pronostiqueur sportif dans les paris sportifs parce que j'étais sur Snapchat, je voyais les mecs paris sportifs. Je sais pas, ça m'a tiré ce truc-là. Et mon père aimait bien ça, sauf que lui, il voyait, enfin voilà, c'était un joueur un peu, enfin du dimanche. Gambler. Un gambler, voilà. Et puis je me suis dit pourquoi pas ce domaine. Putain, je vois des mecs sur Snap et tout, ils gagnent leur vie avec ça et tout. Mais je doutais de l'efficacité de ce domaine d'investissement. La plupart, tu sais, ils étaient sur Snap, ils proposaient ça, ils disaient ouais, on peut gagner de l'argent, mais je comprends pas. Mon père, ça fait des années qu'il joue, il gagne pas d'argent. Et puis je vois d'autres personnes qui jouent, ils gagnent pas et tout. Et là, je vois un profil Insta d'un mec qui dit ouais, moi je suis pro et tout, j'ai envie et tout. Je lui envoie un DM et puis on se fait un coup de téléphone. Il me dit que c'est un pronostiqueur pro, qu'il a envie depuis des années, qu'il a une stratégie, etc., que c'est un investissement et tout. Et puis on discute. Et puis à ce moment-là, je dis ok, très bien. Moi, je te la fais court, je raccourcis un peu le truc. Tu reviendras sur ces points si tu veux. Et puis je dis bah c'est cool. Moi j'avais un petit peu d'argent de côté que j'avais mis de toutes mes expériences professionnelles. Et je lui dis écoute bah c'est très bien. Moi j'ai un petit capital, je devais avoir un petit 1000 balles ou 2000 balles sur le compte. Je dis écoute, tu m'envoies tes conseils, tu m'envoies tes pronos, je les copie, je les colle, enfin je les copie-colle, et sur les gains que tu me fais gagner, je te verse un pourcentage. Ok, why not? Et puis c'est là où tout a commencé. J'ai tiré la carte, j'ai tiré l'as, tu vois. Et ce gars-là, en fait, ça a été parce qu'ensuite on s'est vu sur Cannes. C'est un mec, enfin, c'était clairement un pronostiqueur professionnel avec une vraie stratégie et tout. Il m'a retourné la tête. Et puis surtout, factuellement, il m'a fait exploser financièrement. Donc, c'est rigolo parce que tu lui as fait un peu le discours de bon bah si ta stratégie elle marche si bien que tu le prétends, ouais. Alors donne-moi ta stratégie, je fais de l'oseille et derrière je serai en capacité de te payer ton coaching qui va potentiellement changer la situation financière. Donc déjà de 1 ça a marché, donc c'est assez étonnant. À cette époque-là, bon, c'est aussi probable que ça ait marché. Mais bah, je sais pas pourquoi. Enfin, franchement, il y a 1001 raisons qui feraient que ça aurait pu ne pas fonctionner. Exactement. Il aurait pu dire non mais enfin voilà, il faut d'abord prendre le coaching et ensuite de ça bah tu vas pouvoir te renflouer, etc. C'est un peu en fait il avait un abonnement à je crois 60-70 balles, c'était très cher à l'époque, hein. C'était à l'époque de Billionnaire Prono, de machin, tu sais, où les pronos, c'était 30 €, 49 € par mois maximum. Lui, c'était 70 balles. Et moi, je dis, ok, mais c'est cool, mais moi, je veux vraiment être ton poulain, tu vois. Je suis là, j'applique tout ce que tu me dis, je veux ton numéro WhatsApp, et j'applique tout ce que. Donc, ça aurait pu ne pas marcher, tu vois. Mais j'ai fait all-in parce qu'en fait, c'était la première opportunité qui s'offrait à moi. Et j'ai dit, vas-y, go. Puis des fois ça fonctionne, tu sais. Je peux te donner un jeu de cartes, je te demande de me tirer les as, je te mets là, puis hop, tu vas te tomber sur l'as, tu vois. Des fois dans la vie, c'est comme ça que ça se passe. Donc en réalité, la première étincelle d'action, en tout cas au niveau entrepreneurial, c'était en tant que client. C'était l'expérience client de se dire, bon, voilà, y a lui qui me propose un coaching, qui me propose un programme qui va faire en sorte de potentiellement me donner des compétences qui vont me permettre de générer un complément de revenu. Ou que j'ai pas idée de quelle était la promesse initiale, mais en tout cas, en tant que client, d'aller approcher ce coach-là, cette personne-là, ce pronostiqueur-là, qui a fait que tu t'es dit, bon bah ok, je vais le suivre et je vais faire en sorte d'appliquer les stratégies qu'il m'enseigne pour derrière moi améliorer ma situation financière. Oui. Mais tu nous as parlé rapidement de cette urgence un peu financière, de se dire bon bah voilà, j'ai quitté l'école de commerce, le bac commerce, j'ai pas de travail, etc. Et tu t'es dit bon bah il faut que je suive bien une voie. Mais comment est-ce qu'on se dit je vais sortir du schéma traditionnel, donc école de commerce, stage, etc. Tu aurais pu continuer l'école de commerce et faire en sorte de tomber sur un bon job, de postuler à une bonne boîte et faire en sorte de gagner 5, 10, 15K par mois, etc. Quelle est cette étincelle qui t'a fait dire putain, il y a une autre voie qui est possible, qui est d'ailleurs le titre de ton livre, et de partir justement sur cette voie-là? Ok. Alors, déjà, de 1, parce que je te disais, sur YouTube, je voyais des gens déjà sur YouTube, sur Internet, qui avaient une situation qui correspondait à ce que je voulais, qui était indépendant financièrement, qui voyageait à travers le monde,
Donc ça, déjà, si tu veux, ça a été un premier point déclencheur. Ensuite, faut pas oublier qu'à cette époque-là, j'avais pas d'argent, j'avais pas de thunes. Maintenant, et ça, je sais pas si j'en ai parlé une fois, même dans mon bouquin, je sais pas si j'en parle. Il faut savoir que du coup, à cette époque-là, je suis au Luxembourg. Pourquoi je suis au Luxembourg ? Parce que mon père hérite d'une somme d'argent importante. Plusieurs centaines de milliers d'euros. Et il décide de partir au Luxembourg, d'acheter un restaurant parce qu'il a un associé là-bas, etc. Et donc moi, je me dis quoi ? Je me dis, de toute façon, étant donné que je suis très proche de mon père, que je suis à Luxembourg avec lui, si jamais je mets 1, 2, 3 mois à trouver une activité qui fonctionne, il pourra subvenir à mes besoins. Parce qu'il a touché une somme d'argent importante. Sauf qu'en parallèle, et ça je ne me permettrai pas de le raconter parce que je ne sais pas si c'est en son accord et on aura l'occasion peut-être d'en parler avec lui en podcast parce qu'il est prévu sur la chaîne. Donc je vais sauter quelques pas dans l'histoire. Mais quand il est venu s'installer au Luxembourg, il s'est mis des charges très importantes. C'est-à-dire qu'on est passé de... alors moi je vivais avec ma mère à Poitiers quand j'étais avec lui, mais quand lui il était à Poitiers avec moi, il galérait vraiment, c'était compliqué, tu vois. Et il s'est mis à toucher cette somme d'argent, il allait partir au Luxembourg. Et la voiture, le resto, le penthouse à Luxembourgville. On est passé de rien à un lifestyle de malade. Enfin franchement, un lifestyle que jamais j'aurais espéré de ma vie. Et moi, j'ai assisté à ça. Et donc, quand j'ai dit j'arrête Chanel, machin, je me suis dit, bon, si je mets 90 jours ou plus à mettre en place mon autonomie financière et à me sortir, à gagner mes propres revenus, il sera là pour moi. Donc ça, c'était un confort mental, tu vois, de me dire ça. La réalité en était tout autre. Mais c'est vrai qu'au début, ça a été très compliqué parce qu'avant de trouver cette personne, ce pronostiqueur qui faisait des bons résultats et qui m'a permis vraiment d'exploser mon petit capital à l'époque, mais en fait, avant, j'ai testé plein de trucs. J'ai testé des traders, j'ai testé d'autres pronostiqueurs, j'ai testé la crypto. D'ailleurs, j'ai fait investir mon père en crypto en 2017. Waouh. Ouais. Et il a fait une énorme plus-value. Tu vois, il avait investi un gros montant et je l'ai fait gagner. Incroyable. Ouais, c'est top ça. Ouais. Et il m'a remercié pour ça. Mais la réalité, c'est que pendant 1 an, je lui ai fait investir sur plein de trucs foireux. Je m'en veux pas aujourd'hui parce que il a eu cette capacité à me faire confiance. Donc en fait, je lui disais, papa, tu mets un peu de sous là, tu mets 10 000 balles là, tu mets 20 000 balles là et tout. Ça n'a pas marché. Et un beau jour, il a continué à me faire confiance et tu vois, je l'ai fait investir sur quelque chose qui a fonctionné. Tu vois. Donc moi-même, j'ai testé ce pronostiqueur là et puis ensuite, je lui ai fait. Et ensuite, ça a démarré. Et puis il a vu, donc j'ai commencé à gagner un petit peu correctement ma vie avec ce mec-là. Ça a duré 6 mois. Après, ça s'est arrêté parce qu'en fait, je suivais ses pronos. Grâce à ce mec-là, j'ai fait peut-être x10 sur mon capital. Donc, sur un capital à 1000, 2000 balles, je sais pas, je suis peut-être monté à... J'ai x10, non, j'avais peut-être 2005 ou 3000, donc je suis monté à 30, 40 000 euros, tu vois, à peu près de capital. Et ensuite, au vu du capital, lui il avait un capital bien plus conséquent, mais il commençait à revoir les conditions de notre accord en disant ah ben là je veux pas 20% de tes gains, j'en veux 40, 50. Et puis là, je dis non, c'est pas possible. Du coup, je me retrouve avec ce capital et puis là en fait j'ai bizarrement avec cette somme d'argent que je n'avais jamais obtenue de ma vie, je me suis pas dit en fait je vais cramer cet argent, je vais commencer à voyager, je vais faire... Non, j'ai acheté des livres, j'ai rencontré mon premier coach, j'ai investi cet argent dans mes connaissances et ça a été en réalité mon plus bel investissement, tu vois. Ouais, c'est quelque chose qui revient assez souvent, de cette notion d'investir sur soi, d'investir sur ses compétences, d'investir dans des coachings, dans des bouquins, dans plein de choses différentes qui permettent de gagner en compétences pour potentiellement gagner aussi en revenus par la suite. Quelle était l'expérience après ce pronostiqueur d'investir sur soi ? Tu as parlé avant du coach, je pense qu'on va même pouvoir le citer, etc. Mais comment est-ce que ça s'est passé justement à ces débuts-là, de faire la rencontre de cette personne-là et d'ensuite pouvoir augmenter considérablement ses compétences et par la suite aussi tes revenus ? Ce qui s'est passé en fait après ce mec-là, c'est que
Ok, je me retrouve avec un capital sympa, je sais pas quoi en faire, je crois quelques semaines passent et je suis dans le train à destination de Luxembourg avec mon père. Et dans le train, je suis sur Facebook en train de scroller. Et puis je tombe sur une publicité d'un séminaire à Paris. Donc un séminaire qui, en gros, t'as plusieurs intervenants, des e-commerçants, il y avait Romain Paillet, c'était un des mecs qui avait fait un lancement avec Cédric Anissette à l'époque. T'avais Romain Paillet, t'avais Kéric Béhanzin, qui est devenu mon futur mentor par la suite, t'avais d'autres mecs. Donc c'était un événement sur 2 jours où c'est des mecs qui venaient expliquer les opportunités du business en ligne. C'était un séminaire qui coûtait 247 € la place. Alors je dis ça, je m'en souviens parce que pour moi à cette époque-là c'était une somme énorme. Et je suis dans le train comme ça, puis je vois ça, rencontre d'entrepreneurs. J'avais jamais assisté à une rencontre d'entrepreneurs. J'avais toujours été dans mon coin avec mon ordinateur ou avec mon père, tu vois. Et j'ai dit putain incroyable. Bon, je dis c'est un peu cher. C'est quand même une somme, 2 jours pour. T'es assis sur une chaise, tu payes 247 €, tu vois. Je me disais waouh, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Et puis j'ai vu le programme, je me suis dit ça pourrait être intéressant, ça me permettrait de connecter avec des gens, ça me permettrait de rencontrer des gens intéressants, d'aller prendre des connaissances et de m'élever, tu vois. Et je dis papa, tu viens avec moi, ça pourrait être sympa. Mon père il me dit oh non, c'est quoi ces trucs, c'est des conneries, c'est ceci et tout. Je dis arrête de faire le mec fermé d'esprit et tout, viens avec moi et tout. Mais non Alessandro, vas-y, c'est toi, t'es jeune, t'as 19-20 ans, vas-y, t'as pas besoin de moi, mais les 247 €, ça vaut le coup, hein, vas-y, mais mets-les, moi je viendrai pas, j'ai d'autres choses à faire et tout. Puis moi je l'étonne et je dis non papa, je veux y aller avec toi et tout, parce que j'étais fier de lui montrer un petit peu cette nouvelle génération du business en ligne, de ce qui était possible et tout. Et après l'avoir tanné et tout, il m'a dit oui. Du coup on est parti à ce séminaire, à Paris. Où mon père était assis à côté de moi, il a écouté des dropshippers, il a écouté des Cédric Anissette, des Eric Béhanzin, des machins, il était à côté de moi. Et j'étais trop fier en fait d'amener mon père qui est un entrepreneur ancienne génération dans un événement où c'est que des mecs qui ont fait des petites fortunes ou des grosses fortunes sur le business internet. Je te dis ça, mais c'était il y a 4 ans, tu vois, 4-5 ans. Le business en ligne, il y a 4-5 ans, n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, tu vois. Et du coup, on fait cet event, je suis super fier d'avoir mon père avec moi, et puis là... donc oui, c'est cool, je rencontre des gens intéressants, mais pas plus que ça. Mais je fais une rencontre qui détermine, qui va changer ma vie du tout à cette époque, qui va marquer encore une fois un tournant dans mon histoire. C'est la rencontre de mon premier mentor qui s'appelle Eric Béhanzin. C'est un mec, un monsieur, un grand black d'une 40 ou une 50aine d'années qui arrive sur scène, qui dit bon, moi j'arrive, je vais être clair, j'ai quelque chose à vous vendre. À la fin de ma prestation oratoire, je vais vous proposer je vais vous parler de ce que j'ai à vous proposer. Puis il fait une prestation incroyable sur la vente, sur le closing. Il se passe quelque chose en moi, c'est une révélation. Je me dis, je veux travailler avec ce mec, je veux connecter avec lui, je veux passer du temps avec ce mec. Je sais pas, tu sais, ça arrive peu dans une vie. Moi, ça m'est arrivé Moi, je pense que c'est la seule fois où je vois quelqu'un avec une telle lumière, un tel charisme, un tel aura, où je me dis putain en fait déjà non seulement j'ai l'impression de toujours avoir connu ce mec, tu sais ce truc où c'est incroyable, mais ce gars là tu vois il y a une telle énergie, je me dis mais ça je l'ai déjà vu, je l'ai déjà connu, il y a un truc, tu vois. Et donc en fait et là c'est fou ce qui s'est passé, c'est que pendant l'événement, pendant le moment où ce mec là se piquait, mon père était à côté de moi, on se met un coup de genou avec mon père en même temps. C'est là où des fois tu te dis dans la vie il se passe des choses, c'est bizarre, tu vois. On se met un coup de genou en même temps, on se regarde, mon père me regarde et je dis papa, à la fin de sa prestation, je vais acheter son accompagnement. Et mon père me dit ah ouais, il m'a dit ah bah alors là c'est du lourd, j'ai jamais vu ça. Mon père à cette époque-là, il avait 55 ans. 55 ans, mon père il a vu des choses, il a fait énormément de choses, mais il m'a dit ah ouais, ce gars-là il envoie du lourd. On savait même pas combien ça coûtait son accompagnement. Que mon père m'a dit putain, il m'a dit ah ouais, c'est du lourd, j'ai jamais vu ça avec ses expressions et tout. Il me dit ah ouais, c'est incroyable. Et puis sauf qu'à la fin de sa prestation, il dit bon bah par contre j'ai un mastermind, c'est 4 rencontres dans l'année, ça coûte 15 000 €. Pour ceux qui veulent en savoir plus, vous allez voir mon assistante qui est au fond de la salle. Ok, merci à vous de m'avoir écouté. 15 000 €, ça sèche quand même. 15 000 €. 15 000 €, ça sèche. 15 000 €. J'avais même. C'est le prix d'une voiture, quoi. Ouais, ça fait mal.
Ça fait très mal. Ouais, 15 000 euros, putain. Ouais, c'est vrai que quand on t'annonce comme ça un prix, voilà, c'est un accompagnement, c'est un coaching, tu sais que c'est potentiellement game changer, mais par contre, voilà, il faut raquer, il faut passer la CB à hauteur de 15 000 euros. Ça, comment est-ce qu'on réagit à ce moment-là que on t'annonce, bah voilà, tu sais et tu as la certitude à ce moment-là avec ton père que ça peut être game changer, mais par contre, il y a quand même ce chiffre, tu vois, ces 5 chiffres même qui sont pas négligeables. Mais ce qui est assez drôle, c'est que déjà, mon père a toujours été, on en revient à la prise de risque, ça a toujours été un kamikaze dans sa vie. Il a toujours pris des risques énormes pour tenter des choses, tu vois. Il a toujours, même s'il fallait vraiment se mettre en danger, il l'a toujours fait. Et pas assez risqué péril. Et en fait, moi, quand il a annoncé ce prix-là, oui, moi, ça représentait une part importante de l'argent que j'avais, et lui aussi, tu vois, à ce moment-là, mine de rien. Mais en fait, c'était même pas la question. Il m'a dit, il avait une telle confiance en moi, en mes capacités, en mes compétences, et moi, j'avais une telle certitude dans le fait que ce mec-là allait changer ma vie et allait m'aider à exploser mon business. Parce qu'à cette époque-là, ce que je te dis pas, c'est que sur les 3 semaines qui précédaient ce séminaire, j'avais la volonté de créer mon site internet, ma communauté dans les paris sportifs pour permettre à une communauté de générer des compléments de revenus avec les paris sportifs. Pourquoi ? Parce que j'avais compris et j'étais en contact avec un pronostiqueur qui avait les bonnes stratégies pour gagner de l'argent dans les paris sportifs. Parce que entre le moment où j'ai arrêté la collab avec ce mec, j'en ai rencontré un autre de ma ville à Poitiers. Rencontre incroyable. Pareil, ce gars-là, il track record sur les 2 dernières années, rentable dans les paris sportifs, stratégie, une expertise incroyable et tout. Je lui dis incroyable. Je lui dis donc, en fait, ce gars-là, entre-temps, il continue à faire fructifier mon capital et j'avais la volonté de créer une communauté, une entreprise où, en fait, j'allais monétiser un abonnement, comme les autres. Donc, je vendais un abonnement et en l'échange de l'abonnement, je transmettais des pronostics à la communauté avec une stratégie qui allait leur permettre de générer un complément de revenus. D'où la volonté pour moi d'aller dans ce séminaire parce que j'avais l'ambition de scaler ma communauté et donc j'avais envie d'apprendre les stratégies de croissance dans le business en ligne, etc. Et donc en fait quand il annonce ce prix-là, en fait mon père me dit pas de souci, on y va, je paye l'accompagnement et tout. Je me dis putain papa incroyable, merci, tu vois. Et en vrai papa, toi je suis sûr que papa il va voir cette podcast. Il se rappelle de ça. Et donc, il dit ok, on y va, sauf qu'à la fin du séminaire, on paye pas. On part au Maroc parce qu'il voulait. On part en vacances, ça tombait l'été, et on part au Maroc. Et j'ai le rendez-vous de closing au Maroc. Donc, je suis dans la chambre d'hôtel au Sofitel à Marrakech, dans la chambre avec mon père. Et puis là, j'ai le Zoom avec Eric et son assistante. Et là, Eric me fait un closing, je l'ai encore. Il me close. Et je lui dis, mais écoute, moi, tu sais, j'arrive sur l'appel, je lui dis, explique-moi juste comment ça va se passer parce que je veux rejoindre l'accompagnement. On est prêt à payer, je me rappelle, la carte passait pas. Il y avait l'argent sur le compte, mais il y avait des soucis de plafond. On a passé 45 minutes. Il y avait mon père et moi, mon père de 55 ans et moi, j'étais là, mais je comprends pas la carte. Mais mon père, il dit, oh là là, enfoiré de banquier, putain, il a essayé d'appeler sa banque. Tu débloques le plafond, oui, mais monsieur, vous voulez faire quoi ? Vous avez une tentative de paiement à 15 000, parce que non, c'était un acompte à 7 000 euros, je crois. Et puis il a engueulé le banquier pour qu'il augmente le plafond en live. Et mon père, c'est un sanga, tu vois. Et le banquier en live, il a augmenté le plafond, on a pu payer, tu vois. Et puis là, du coup, j'ai rejoint cet accompagnement et voilà. Tu vois. Si je comprends bien, tu es un fils à papa. Alors, un fils à papa. Qu'est-ce que ça veut dire un fils à papa ? Je fais exprès d'être un peu provocateur. Oui, non mais tu sais, c'est intéressant ce que tu dis parce que pendant très longtemps, j'ai refusé de m'exprimer parce qu'en fait, moi et mon père, on a vécu des choses très, très complices. J'ai assisté c'est quelqu'un qui a toujours été transparent dans son intimité personnelle et professionnelle avec moi, très jeune. Et en fait, comme je te le disais au début du podcast, quand il a commencé à toucher une somme d'argent importante, moi, étant donné qu'il m'a accordé très jeune beaucoup de crédit et beaucoup de confiance, je ne sais pas pourquoi. Je suppose qu'il faut être parent peut-être. Quand t'es parent, tu accordes beaucoup de confiance, je sais pas. Mais mon père a toujours fait preuve de beaucoup de confiance à mon égard, très jeune. Et quand je lui ai dit d'investir sur ceci, cela, et tout, il l'a toujours fait.
Les amis, très important, si vous appréciez notre contenu, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, activer la petite cloche pour être averti en temps réel des sorties des nouvelles vidéos. Et aussi, si vous souhaitez savoir comment je peux vous accompagner personnellement avec mon équipe à atteindre vos objectifs et à gagner en liberté financière, c'est les premiers liens dans la description. Ceci étant dit, reprenons. Et à l'époque où j'étais jeune, naïf, encore insouciant, mais j'avais de la certitude sur le fait que je pouvais l'aider à faire fructifier son argent, mais je lui ai fait faire beaucoup de merde. Donc je lui ai fait perdre beaucoup de sous à mon père. Vraiment, tu vois. Et c'est ce qui aujourd'hui, tu connais un petit peu ma situation, fait qu'aujourd'hui, je suis un petit peu dans une énergie où je me sens redevable et où ça fait des années que je finance aussi le style de vie de mon père parce que je considère qu'il a fait énormément pour moi, que je me dois de lui rendre aujourd'hui. Donc fils à papa, écoute, non, parce que fils à papa, en fait, moi, si tu veux, mon père, quand j'étais jeune, oui, il m'a fait confiance en me confiant ses fonds et j'ai fait mauvais usage de ces fonds, non seulement parce que j'étais incompétent et naïf. Et donc, je lui ai fait prendre des mauvaises décisions. Et quand j'ai commencé à prendre des bonnes décisions, parce que pour prendre des bonnes décisions, il faut en prendre beaucoup de mauvaises, tu vois. C'est comme n'importe quoi, en fait. Il faut faire de la merde beaucoup de fois pour commencer à faire des choses bien dans sa vie, tu vois. Et bien, quand ça a commencé à marcher pour moi, et bien, en fait, tout de suite, les premiers sous, les premiers euros que j'ai commencé à gagner, ça a été pour payer mon premier bras droit parce que j'ai commencé à déléguer très tôt dans mon business et c'était pour financer, lui donner un salaire à lui, un style de vie pour an. C'était une manière pour moi de lui dire merci. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque où ça a commencé à marcher pour moi, ça a été assez vite pour moi et en fait, il a brûlé ses bateaux. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé dans une situation où, mais ça encore une fois, je ne me permettrai pas d'en parler ouvertement et de donner tous les détails dans ce podcast-là parce que je n'ai pas son accord et si je me dois de parler de ces détails-là, ça sera en sa présence, sinon j'en parlerai pas. Mais il y a une période où, voilà, il a fait beaucoup de choses dans sa vie, ça a bien marché, ça n'a pas fonctionné, il a touché une somme d'argent, il a fait des choses, ça a bien marché, et des fois, et à la fin, il y a eu beaucoup de difficultés et moi j'ai été là parce que quand il était là, moi tout de suite ça a monté et quand ça a monté, je lui ai tendu la main et je lui ai fait profiter tout de suite en fait de l'argent que mes business commençaient à être générés. Donc fils à papa, moi je comprends pas cette notion parce que fils à papa, si tu veux, pour moi il y a cette notion de t'as toujours le père qui est derrière. Quelles que soient les galères, que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, tu as le père qui va être là en fait pour sortir de la mer. Moi aujourd'hui, je suis le parent de mes parents dans la mesure où, que ce soit financier, pour parler sur le plan financier en fait, moi c'est moi qui aide à 95% mon père, pour pas dire à 100% en fait, si disons-le à 100%, tu vois. Ma mère c'est différent. Mais non, aujourd'hui en fait je suis et c'est d'ailleurs je pense un point important, on en a longuement parlé au début de notre relation, c'est une force motrice pour moi qui me pousse à me dépasser tous les jours et à affronter les problèmes et les challenges qu'un entrepreneur inévitablement vit dans sa carrière. C'est parce que je sais que je ne fais pas uniquement les choses pour moi, je le fais aussi pour mon père. Et pourquoi ? Parce que mon père, non seulement il a toujours été là pour moi, émotionnellement, physiquement, mentalement, et financièrement aussi, il m'a aidé et je m'en cache pas, tu vois. Et je veux dire, j'ai aucune honte à ça en fait, tu vois. J'ai aucun problème avec ça parce que ça m'inspire tellement de respect et d'admiration pour lui. Combien de personnes, tu vois, moi je sais même pas si demain j'étais papa et si j'avais vécu ce que mon père a vécu, si j'aurais été capable d'aider à ce point-là mon enfant, tu vois. Je suis pas père, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, dans ma situation, à mon jeune âge, avec l'état d'esprit que j'ai, je ne sais pas si je le ferai. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour mon père et pour ma mère. Mais pour mon père, parce que sur le plan financier et professionnel, il m'a beaucoup inspiré, tu vois. Donc voilà. Ok. Donc tu prends ce coaching à 15 000 euros, parce que c'est là où on s'est arrêté. Tu prends ce coaching à 15 000 euros. Tu finalises la compte au Maroc, au Sofitel.
Qu'est-ce qui se passe à partir de là ? Ce qui se passe à partir de là, c'est que du coup, j'ai 1 mois et demi après, j'ai une immersion en physique à Paris, sauf que je décide de partir en Thaïlande sur un coup de tête. Je pars en Thaïlande pendant 4 mois. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin de quitter le cocon familial. À cette époque-là, je vis chez ma mère. J'étais entre chez ma mère et mon père au Luxembourg. Donc, je décide de partir en Thaïlande. Donc, les 2 premières immersions en physique à Paris, avec le réseau d'entrepreneurs et Eric, je ne peux pas y assister physiquement parce que je suis en Thaïlande. Donc, je pars en Thaïlande, je n'assiste pas à ces... Mais par contre, j'ai accès au contenu digital. C'est-à-dire que les immersions en physique sont filmées et moi, j'ai accès via un espace membre. Ce qui se passe, c'est qu'à distance en Thaïlande, je dévore le contenu. Pas 1 fois, pas 2 fois, pas 3 fois, 5, 6, 7 fois, je bouffe les formations. Je rentre 3 mois après. Je dis à Eric, c'était 15 000 €, tu vois, je dis à Eric, bon, j'ai pas assisté aux immersions en physique, par contre, je suis motivé et tout. Et puis il me dit, écoute, t'as pas assisté en physique, mais je t'offre, pour toi, parce que tu étais à l'étranger, je t'offre une immersion individuelle. Donc, Eric et moi, à Paris, dans une maison, à ton retour de Thaïlande. Je lui dis, ok, c'est super sympa, merci, tu vois, c'est trop bien. Je rentre de Thaïlande, j'ai bouffé 6 fois ces 2 séminaires en version digitale. Et puis là, il est bouche bée parce qu'en fait, j'ai tellement bouffé ces formations, je me suis tellement engagé et impliqué et j'ai tellement bien assimilé le contenu qu'il a envie de m'aider encore plus. Donc là, je fais une immersion de 2 jours avec lui à Paris dans une maison. Et puis là, encore une fois, il se passe encore une fois un autre tournant. C'est que il se trouve qu'à cette époque-là, Eric avait une offre d'accompagnement à 1 million d'euros. Voilà. Et là, on rentre dans la partie un peu plus croustillante. C'est que tu parles de ce 1 million d'euros, mais c'est quand même un tournant assez important. Et on a parlé à nombreuses reprises de ce fameux coaching. Donc, on va avoir l'occasion d'y rentrer vraiment en profondeur. Donc, tu fais cette immersion à Paris, en individuel. Tu m'as parlé du fait que voilà, c'était dans un bel appartement, tu étais vraiment dans une belle maison à la campagne, etc. Tu avais fait un jeûne, sauf erreur. Comment ? Tu avais fait un jeûne, sauf erreur à ce moment-là. Ouais. Donc un jeûne de 2 jours sans eau, sans nourriture. Ouais. Et arrive la fin de cette immersion, et là, il y a cette proposition d'un coaching absolument fou. Et à ce moment-là, tu avais déjà ton business. Je pense que c'est aussi important de le mentionner. Mais tu avais déjà le business, le fameux Money Belt Club, à ce moment-là. Oui, alors. Donc, je vais essayer de voir ce que ma mère m'a dit. Je suis myope. Elle m'a dit enlève tes lunettes quand tu es en face de quelqu'un pour habituer tes yeux. Donc je vais essayer de les enlever pour habituer mes yeux. Donc à ce moment-là, donc j'ai mon business de conseil en paris sportif, le Money Bet Club, qui fonctionne. C'est-à-dire que mon business fait 10-15 000 € par mois, 150 000 € par an. Ça me dégage entre 500 et 1 000 € par mois de revenus pour moi. Pourquoi ? Parce que entre temps, je me mets beaucoup de charges. Je paye mon bras droit, les prestataires de services, je donne de l'argent à mon père, donc je vis avec que dalle. Et je fais cette immersion que Eric m'offre. Donc je suis dans cette maison, je fais 2 jours avec lui, et à l'issue de ces 2 jours, Eric me dit « Alessandro, je te propose mon programme à 1 million ». Alors je sais que, et c'est pour ça que j'en parle très peu de ça. Je te le dis, c'est la première fois que j'en parle sur la chaîne YouTube. J'en parle dans mon livre, mais je parle pas de cette chose-là. Non pas que j'en suis pas fier, mais c'est que ça peut paraître tellement énorme et tellement gros pour la plupart des gens, en fait. Et je comprends. Donc en fait, pour recontextualiser, c'est quoi ce truc à 1 million ? En fait, ce coach, ce business coach, c'est un business coach. Il faut savoir que Eric Béhanzin, allez voir sur YouTube qui c'est une personne, C'était un chanteur professionnel, il a été SDF, il est devenu multimillionnaire en l'espace de quelques années, puisqu'en fait c'est une personne qui est partie aux États-Unis, qui s'est formée auprès de coachs et qui a monté des business qui ont eu des réussites incroyables, et il est venu en France en disant voilà, je vais vous enseigner les stratégies techniques business, notamment sur la vente, qui vont vous permettre d'exploser votre business. Donc il avait créé un coaching à 1 million. C'est quoi ce coaching à 1 million ? C'est que
déjà, c'est pas 1 million, tu payes tout de suite. C'est 1 million le coaching, mais tu le payes en plusieurs mensualités. La première mensualité, elle a été à 10 000 euros, puis 15 000, puis 14, puis 20, puis 27, puis 40, puis voilà. Et en fait, la promesse de cet accompagnement, c'était de générer 10 millions en 24 mois, ou 18, je crois, quelque chose comme ça. Donc tu payes pas le million tout de suite, c'est des mensualités. C'est pas destiné à des entrepreneurs qui ne génèrent pas d'argent, c'est destiné à des entrepreneurs qui ont déjà une activité rentable. Parce que forcément, tu es censé payer les mensualités de ce coaching avec l'argent que génère ton business. Et vu que lui, c'est un coach et qu'il est censé être à tes côtés pour t'amener des stratégies de croissance, étant donné que les mensualités sont progressives et qu'il est là à tes côtés pour t'aider à scaler ton business, eh bien, il est censé, plus le temps passe, plus ton chiffre d'affaires est censé croître, et plus ton chiffre d'affaires croît, plus tu es dans la capacité de payer ces mensualités. Voilà. Et donc voilà. Sauf que moi, mon business à cette époque-là génère 10-15 000 euros par mois. Je dois avoir x2 ou x3 en trésor, pas plus. Donc je paye la première mensualité à 12 000. Et je décide de foncer dans ce programme. Pourquoi ? Parce que c'est complètement kamikaze, c'est complètement suicidaire. D'accord ? Je signe un contrat à 1 million. Alors je ne le signe pas direct dans la maison avec lui, mais il m'en parle. Je prends une semaine de réflexion, je rentre chez moi à Poitiers, je me rappelle, je suis à Bay la Pizza, qui est un restaurant, je suis avec mon père, je dis papa, je veux faire ce programme. Promesse 10 millions d'euros de vente. Moi, j'avais 20 ans, je crois. 19 ans et demi, 20 ans. Et moi, 10 millions, machin, je me dis, ouais, c'est incroyable. Tu vois. Donc en fait, je suis vraiment dans une énergie d'insouciance et de naïveté. Faut le comprendre. Aujourd'hui, je ne le referai pas. Faut être clair avec ça. Tu vois. Tu as des regrets par rapport à ça ? Parce que tu dis, voilà, je le referai pas aujourd'hui, mais est-ce que finalement tu regrettes cette décision ? Faut comprendre, pour la faire assez synthétique. Dans ce programme à 1 million, qu'est-ce que j'avais ? J'avais accès à lui 24 heures sur 24 pour m'aider à régler les problématiques quotidiennes de mon business. C'était quelqu'un qui avait beaucoup plus d'expérience. On parle de quelqu'un qui avait une quarantaine ou une cinquantaine d'années. Je ne sais plus quel âge il a. En vrai, il est tellement discret sur les réseaux sociaux, je ne sais pas. J'avais accès à lui. J'avais des immersions aucun coin du monde avec des entrepreneurs multimillionnaires. Moi, à cette époque-là, je te rappelle, j'avais 20 ans. J'avais un petit business, donc j'avais accès à un réseau qui était incroyable, j'avais des rencontres à Paris avec des entrepreneurs francophones internationaux, j'avais accès à lui 24/24, j'avais accès à des formations, j'avais aussi des immersions avec mes équipes, c'est-à-dire que Eric se déplaçait pour coacher mes équipes, pour m'aider à structurer mon entreprise, il m'aidait sur l'aspect fiscalité, il m'aidait sur l'aspect comptabilité, enfin c'était pas uniquement lui, c'était toute son entreprise, sa comptable, j'avais son avocat à disposition, enfin c'était vraiment quelque chose d'énorme, c'est pas, tu vois. Donc, en fait, pour te la faire courte, ça a duré 10 mois. C'est-à-dire que je suis resté, je crois, l'équivalent de entre 9 à 10 mois dans ce programme. Ensuite, j'ai arrêté parce que au bout d'un moment, les mensualités commençaient à devenir énormes. Mon business n'évoluait pas à la vitesse des mensualités qui m'était demandé de sortir. Donc j'ai dû arrêter par des problématiques financières, et non seulement parce qu'au bout d'un moment les mensualités commençaient à devenir tellement importantes que je ne percevais même plus la valeur qu'ils m'apportaient. Et je te parle de mensualités à 70-80 000 euros. Mon business, je me rappelle le premier mois où mon business a commencé à faire 100 000 euros par mois, 101 ou 102 000 euros de chiffre d'affaires, j'ai dû lui verser 75 000 euros pour lui. Et à peu près 75, et puis à côté de ça, j'avais 10-15 000 euros de charges. Donc en gros, je venais de générer 101-102 000 euros de CA, et il me restait 2-3 000 euros pour me payer. Tu vois. C'était lunaire, tu vois. Et donc je décide d'arrêter. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, pourquoi je me suis aventuré, pourquoi j'ai signé ce contrat, pourquoi je me suis embarqué dans cette aventure et qu'est-ce que m'a apporté cette aventure au final, c'est ça qui est intéressant. C'est que j'ai signé ce contrat et j'ai décidé de faire ça parce que ça a été la première fois de ma vie où je me suis mis réellement dans l'inconfort. Ça peut paraître bizarre, mais quand j'ai signé ce coaching, j'avais pas cet argent, donc en fait, je voyais ma vie à 30 jours. Il fallait tous les mois que je me dépasse. Donc ça m'a permis de combattre mes croyances limitantes, ça m'a permis de me dépasser, d'apprendre à vendre, à aller au contact des gens, à aller contre ma peur, tu vois, à faire face, à faire des choses que je n'avais jamais faites pour trouver des solutions. Parce que c'est ça un entrepreneur. Un bon entrepreneur, c'est une personne qui a cette capacité
à trouver des solutions rapidement aux problématiques qu'ils rencontrent. Donc pour la première fois de ma vie, j'ai pris conscience que c'était que de se mettre en danger. Ça, c'est la première chose que ça m'a appris. Ensuite, ça m'a appris tellement de choses sur le leadership, la gestion d'entreprise et tous les secteurs d'activité que doit maîtriser un entrepreneur pour réussir. Parce que du coup, je me suis retrouvé, étant donné que j'ai eu une croissance très rapide, je me suis retrouvé face à des problématiques énormes. Et donc, en l'espace de un an et demi, j'ai vécu énormément de choses. Que ce soit émotionnellement, intérieurement, que businessment parlant, j'ai vécu beaucoup de choses. Donc, j'ai grandi très vite. Et surtout, j'avais accès à un individu qui avait des dizaines d'années d'expérience entrepreneuriale, qui avait réussi. Tu vois, c'est comme si on n'est pas là pour faire des jugements de valeur, mais c'est comme si Bernard Tapie était encore de ce monde, parce que tu vois, il me vient en tête, et tu avais la possibilité de vivre 1 an et demi avec Bernard Tapie. Tu vois, parce que moi, Eric, je l'avais 24-24. T'imagines à quel point tu peux grandir? Donc, ce qui explique aussi à quel point j'ai pu grandir rapidement, c'est parce que j'ai pu être auprès de cette personne que je respecte énormément, qui m'a beaucoup apporté. Donc voilà, il m'a permis de grandir vite. Pourquoi? Parce que j'ai eu accès non seulement à son expérience, à ses erreurs, forcément, et j'ai pu expérimenter énormément de choses en 1 an et demi. Mais ensuite, nos chemins se sont séparés parce que je pouvais plus assumer. Et puis, je ne percevais plus la valeur de ce qu'il pouvait m'apporter. En fait, il n'y avait plus de corrélation entre ce que je devais verser financièrement et ce que je recevais. Je voyais plus trop le truc, donc du coup, j'ai arrêté. Mais ce que j'en ai appris, c'est que je le remercierai jamais assez. Et ça a été mon deuxième papa, tu vois. Je le qualifie comme tel, ça a été mon deuxième père, ça a été mon papa business, tu vois. Et j'espère l'avoir dans le podcast, d'ailleurs, je vais le recontacter. Mais ça a été une personne exceptionnelle. Exceptionnelle. Je ne recommande pas aux autres de faire ce que j'ai fait, tu vois. C'est un peu faites ce que je dis, pas ce que je fais, quoi. Non, mais bien sûr, mais c'est exceptionnel ce que j'ai fait. Et il faut savoir que même mon père, c'est pour te dire, on en revient à la prise de risque, c'est que mon père, il me dit, de toute façon, on verra, hein. Tu te rends compte, mon père a 55 ans, je dis papa, ma mère me disait, mais tu viens de t'endetter d'1 million d'euros. Alessandro, tu viens de t'endetter d'1 million. Je lui dis, mais maman, ça va, mon business, je vais payer les mensualités. Mais tu viens de signer un contrat, tu sais ce qui t'attend si tu payes pas? C'est le tribunal, c'est la prison. Mais moi, j'étais dans le déni, dans la naïveté. Je dis, mais non, maman, bien sûr que non, il est là, il est avec moi, il va m'aider. Je sais ce que je fais, mon business fonctionne, regarde. Il y a 1 an, j'étais étudiant et là, je fais 15 000 euros par mois. Donc, t'inquiète pas, dans 18 mois, je vais faire 10 millions, t'inquiète. Oh, oui, d'accord. Tu vois, je commençais... mes parents, ils comprenaient rien, frère. Mais il y avait juste mon père qui me disait, bon, faut le laisser faire. Et tu vois, c'est là où... Même mon père, j'ai signé ce putain de contrat, tu vois. Je l'ai encore sur mon ordinateur. Hein. Mon père me disait, wow, on verra. De toute façon, il est tellement bizarre, notre fils. Il est tellement... regarde, là, en 1 an, il fait 100 000 balles par mois. 100 000 balles par an, pardon. D'ailleurs, une chose duquel t'as pas parlé quand t'étais gamin, c'est que tu te tapais souvent la tête contre les murs et contre le sol. Est-ce que tu penses que ça a un lien avec le fait de te lancer dans un tel contrat, dans un tel engagement? Mais j'en sais rien. Quelle question à la con que tu me poses, toi, encore. Non, mais moi, ce que je peux te dire, c'est que j'ai eu l'exemple d'un père qui a toujours pris des risques dans sa vie, qui a une vie exceptionnelle, tu vois. Mon père, il en est là où il en est aujourd'hui, mais il a vécu 10 vies, d'accord. Et moi, en fait, voilà, j'ai toujours pris énormément de risques. Et tu vois, si je fais une rétrospective où je reviens en arrière sur ce que j'ai vécu, sur où j'en suis aujourd'hui, si c'était à refaire, je le referais complètement. Et oui, j'ai fait des trucs qui sont lunaires, tu vois, comme signer un contrat de s'endetter à 21 ans d'1 million d'euros, c'est complètement débile, j'avais pas l'argent. J'avais un business qui faisait quasiment pas d'argent. Je savais pas comment j'allais payer à la fin du mois. J'ai dû trouver des solutions, j'ai dû, tu vois, tu te rends compte, j'ai été au Luxembourg, j'ai été à Paris, j'ai fait des dîners avec des entrepreneurs, des multimillionnaires. J'étais avec mon costard Célio, voir des mecs prospecter pour vendre, parce que pour faire cet argent-là, pour payer mensualité, je suis devenu apporteur d'affaires. J'étais closer pour des offres pour des fonds d'investissement, en crypto-monnaie, en immobilier. J'enfilais mon costard Célio à 50 balles, j'allais à Paris.
J'ai invité des mecs dans des palaces 100 balles. J'avais même pas 5-10 000 balles d'épargne. J'ai invité des mecs dans des palaces dans l'espoir de leur vendre mon produit. Ça n'a pas marché. J'ai vécu des ascenseurs émotionnels exceptionnels, mais ça m'a tellement forgé. Parce que j'avais pas le choix. Aujourd'hui, c'est différent, tu vois. Aujourd'hui, je peux me permettre de me relaxer un peu. Parce que je me dis, bon, ça va, il y a des années d'épargne. Non, mais avant, c'était pas ça. C'est que non seulement à la fin du mois, il faut payer parce que tu es endetté, tu dois de l'argent à la fin du mois, mais tu n'as pas l'argent. Et donc, en fait, tu te lèves le matin, bah, faut faire. Donc, tu vas sur Messenger, sur ton répertoire, tu vas chercher les opportunités, tu appelles. C'est extrêmement formateur, tu vois. Et ça a été une période exceptionnelle. Ça a été riche en stress, en ce que tu veux, mais si c'était à refaire, je le referais. Maintenant, est-ce que je le conseille? Pas du tout, parce que il y a mille et une façons de réussir, d'accord? Maintenant, moi, j'ai toujours été un aventurier, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait prendre des risques, faire des choses que les gens ne font pas. Voilà, ça fait partie de moi. Maintenant, il y a chacun son chemin, tu vois. Moi, je partage mon histoire, mais en aucun cas, je conseille à un jeune de 20 ans de s'endetter d'1 million d'euros, tu vois. Donc, tu as fait ce coaching à 1 million d'euros avec Eric Béhanzin. Que s'est-il passé après? Une fois que tu as quitté ce coaching-là, une fois que... Alors, je pense que c'est important de mentionner que tu as quitté à peu près à la moitié des mensualités, tu as payé à peu près un peu moins de 500 000 euros sur ce coaching-là, ce qui est déjà une somme, enfin c'est déjà lunaire de payer un coaching 500 000 euros. Mais voilà, donc tu t'es arrêté en plein milieu. Que s'est-il passé pour toi après? Quelles actions est-ce que tu as entrepris après ce coaching-là, avec les apprentissages que tu as pu accumuler jusqu'à maintenant, et également en business? Voilà, tu as cité avant que ton business faisait déjà plus de 100 000 euros par mois, donc que s'est-il passé à la suite de ce coaching-là et à la suite de cette prise de décision? Déjà, alors à la suite, j'ai pris des bureaux dans ma ville, à Poitiers. J'ai recruté mes 2 premiers closers. Je pense que c'est important de parler aussi des différents business. Donc il y avait le Money Bet Club Money Bet Club, un abonnement, 49 euros par mois, des pronostics sportifs et de l'accompagnement. Voilà. Ok. Quand est venue l'idée de The Investor et puis la création justement de cette société-là, parce que quand tu parles des bureaux, c'était déjà dans le cadre de The Investor. Ouais, 2020. 2020, je me rends compte que je pourrais pas gagner plus que 10-15 000 euros par mois avec le Money Bet Club. Pourquoi? Parce que j'ai pas suffisamment d'argent pour scaler le marketing. À cette époque-là, il y avait énormément d'acteurs sur le marché qui avaient beaucoup plus de moyens que moi pour le marketing. Donc je me dis, il faut switcher de business model. Si je veux scaler financièrement, il faut que je change de modèle d'affaires. Donc j'arrête l'abonnement et que je parte sur autre chose. Donc, à côté de ça, j'avais appris le modèle high ticket avec Eric, donc le fait de mettre en place des services et des produits premium. Donc là, je me dis, ok, en parallèle, je commence à m'intéresser à la crypto depuis des mois, à la bourse, au forex et tout. Je commence à obtenir pas mal de résultats, à connaître des gens très très compétents dans ces domaines-là. Je me dis, ok, je vais non pas proposer uniquement un abonnement sur le pari sportif, mais je vais intégrer 3 piliers, le pari sportif, la crypto et l'investissement forex. Donc la triptyque. Et du coup, ça ne s'appellera plus le Money Bet Club, ça s'appellera The Investor. Et l'idée, c'est de proposer des accompagnements, donc partager des opportunités d'investissement sur ces 3 piliers avec des formations et de l'accompagnement téléphonique premium à une communauté. Donc là, forcément, on va pas vendre ça 49 euros. Donc là, je commence à augmenter mes prix et on passe sur des services à 3-4 chiffres. Et donc là, l'idée, c'est de s'adresser à une toute autre clientèle, à des investisseurs ou des salariés, des cadres, des retraités ou des gens qui ont de l'argent, qui veulent faire travailler cet argent, diversifier sur ces 3 piliers et de les accompagner pour mettre en place des stratégies rentables sur le long terme. Donc là, je change tout. Et du coup, le fait de changer mes prix, mon marketing, mon audience me permet justement de faire exploser mon business, parce que je lance mes premières publicités et je commence à scaler ce business en 2020 pendant le Covid. Et là, je bénéficie du timing du Covid et là, clairement, ça explose. Donc à partir de janvier ou février 2020, les premières ads se lancent.
Et ça explose. Et donc là, qu'est-ce que je fais ? Je ne vends plus mon abonnement sur mon site internet, je le vends avec des commerciaux indépendants. Donc là, il faut que je recrute des commerciaux indépendants, que je les forme. Comment je les forme ? Parce que moi, j'ai une formation de closer, de commerciaux indépendants qui m'a été transmise et que j'ai payé avec Eric, parce qu'il faut savoir qu'Eric, avant tout, c'était une expertise de vente. Donc au-delà de l'accompagnement business, je suis vraiment devenu excellent dans la vente parce que j'ai été aussi apporteur d'affaires. J'ai vendu aussi pas mal d'offres premium dans le cadre de ce coaching avec Eric, à côté de mon business, parce que mon business ne suffisait pas à payer les mensualités, tu vois. Et donc, je recrute mes 2 premiers commerciaux que je fais venir dans ma ville à Poitiers, dans mes premiers bureaux. Voilà. Commerciaux indépendants qui sont Neil et Simon, qui sont passés d'ailleurs sur la chaîne, podcast, exactement, sur le podcast, qui sont passés sur le podcast. Donc, ils viennent à Poitiers dans mes bureaux, je les forme, ils commencent à prendre des calls, ils commencent tous les deux. Enfin, je fais bonne pioche. C'est 2 personnes exceptionnelles, très compétentes, qui apprennent très vite et qui tout de suite font exploser la boîte à mes côtés. Ça fonctionne bien et on vit une aventure de 8 mois ensemble dans ma ville, dans mes bureaux. Ça a été génial, c'était une aventure humaine exceptionnelle. Puis la société continue et puis on part à Marbella, je pars m'installer quelques mois là-bas avec eux. Puis ensuite on vient s'installer à Dubaï et voilà. Et aujourd'hui, The Investor, c'est toujours The Investor. Parce que on est là depuis 5 ans, on a accompagné des milliers de personnes, on a fait évoluer l'équipe, on a amélioré ce qui devait être amélioré, on a fait des erreurs, on a eu des réussites. Mais officiellement, The Investor, c'est une société qui a... le modèle The Investor, la marque, a aujourd'hui plus de 4 ans. Voilà. Et aujourd'hui, ça reste toujours mon objectif numéro 1 parce que c'est ma mission. Ma mission qui est d'éduquer financièrement un maximum de gens. Parce que quand tu es éduqué financièrement, tu peux t'émanciper intellectuellement. L'émancipation intellectuelle passe par l'émancipation financière. Et la mission de The Investor, c'est de partager les leviers d'investissement au plus grand nombre, des leviers d'investissement qui sont gardés secrets et des leviers d'investissement qu'on ne veut pas que la masse sache. Tu vois ? Donc aujourd'hui, nous, on travaille. En fait, c'est simple, c'est que les banques font appel à des traders pour faire travailler l'épargne des gens. Et nous, ces traders, on les a au sein de notre structure, mais en tant qu'indépendants. Et ces traders partagent des opportunités d'investissement aux particuliers pour que les particuliers, en tant qu'indépendants, puissent recopier ces opportunités et générer des compléments de revenus, voire développer une totale liberté financière. Voilà. Et ça, c'est ce qui m'anime le plus aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle on continue tous les deux à faire vivre cette mission et à l'accomplir activement. The Investor, c'est vrai que c'est une société qui a déjà pas mal d'expérience. C'est vrai que c'est rare de voir une société sur le monde du web, infopreneurial français, etc., qui tient autant de temps, qui garde le même état d'esprit, qui garde des programmes similaires aussi sur autant de temps. C'est vrai qu'on le voit, et puis on est confronté à ça tous les jours. Des sociétés qui durent peut-être quelques mois, quelques années, 2 ou 3 ans grand max, et ensuite il y a un changement de business model par l'entrepreneur qui est derrière tout ça. Ouais. The Investor a su se maintenir, se réinventer, continuer à produire autant de qualité aussi au sein de ce marché-là. On a fait des erreurs aussi. On a fait des erreurs et c'était justement sur ce point-là que je voulais aborder. C'est sur les erreurs, sur les échecs. Je pense que c'est aussi important de parler d'échecs parce que finalement, lorsqu'on propose des solutions d'investissement, lorsqu'on propose des leviers de création de richesse, forcément, on a rarement la science infuse. Et je pense que sur ce marché-là, si quelqu'un avait cette capacité omnisciente finalement à trouver les meilleures opportunités à chaque fois et à faire en sorte que son capital fructifie à chaque fois, tout le monde serait millionnaire parce que cette personne-là aurait les réponses. Donc, comment est-ce que tu as géré les situations problématiques, les situations d'échec, les situations finalement, il y a eu des programmes qui ont été lancés, qui n'ont pas nécessairement produit le résultat voulu à la base. Comment est-ce qu'on gère ces problématiques-là et comment est-ce qu'on fait en sorte de continuer malgré ces échecs-là, là où peut-être certaines personnes, certains entrepreneurs auraient tendance à
faire couler la boîte immédiatement, changer de branding, changer d'état d'esprit et partir sur quelque chose de totalement nouveau pour éviter d'avoir cette image dégradante d'un programme qui a échoué. Comment est-ce qu'on fait pour passer outre ça ? Déjà, moi, si tu veux, pourquoi aujourd'hui, après 5 ans, malgré les échecs que j'ai pu avoir et aussi les réussites, je continue d'être là parce qu'en fait je garde, et ça a été ma philosophie de départ et ça la reste aujourd'hui, c'est que toutes les opportunités que je propose aujourd'hui à la communauté qui me suit, ce sont des opportunités que j'ai moi-même testées, viabilisées, qui ont fonctionné, qui m'ont apporté du résultat. Ok ? Et donc à partir du moment où j'ai testé, viabilisé, eu du résultat avec ces opportunités, je décide de l'ouvrir à mon public. Dans 80% des cas, ça a fonctionné. Mais il y a eu des fois, j'ai lancé des programmes, et tu vois, c'est important. Je trouve ça super intéressant qu'on le partage aujourd'hui publiquement, mais il y a eu des choses que j'ai lancées qui n'ont pas fonctionné. L'exemple du TRP, notre programme Forex, eh bien, c'est un programme, moi, le trader que j'ai mis sur ce programme-là, c'est une personne que je connais depuis que j'ai 19 ans. Et à cette époque-là, j'avais engagé j'avais engagé un petit peu d'argent, quelques centaines d'euros sur ce mec-là. Et quand mon père a eu un petit peu d'argent, je l'ai engagé. J'ai alloué du capital. J'ai dit à mon père d'investir sur ce mec-là, et on a eu du résultat. Et je lui ai dit un jour, t'inquiète pas, on aura, je vais créer ma boîte, on aura une communauté, et puis je te rappellerai. Et je l'ai rappelé. Et voilà, et donc ça a été la personne à la tête de ce programme. Sauf que il y a eu des choses mal faites, tu vois. Et quand tu parles, et la finance c'est binaire, soit tu gagnes, soit tu perds. Il n'y a pas d'autre chemin possible. C'est pas le développement personnel, c'est pas la séduction, c'est pas la vente. C'est dans l'investissement, c'est soit tu gagnes, soit tu perds. Et quand tu décides de bâtir en public, comme moi, où en fait j'expérimente en public, je teste en public, je partage en public. Et des fois, je veux dire, c'est ok, c'est normal que des fois ça fonctionne pas. Mais ce qui compte, c'est l'intégrité et la transparence dans le message. C'est-à-dire que moi, je dis voilà, ça a fonctionné pour moi. Allez-y, mettez une bille. Mais je dis toujours qu'un bon investisseur, c'est une personne qui s'est diversifiée. Donc on met jamais tous ses œufs dans le même panier, tu vois. Et oui, tu vois, prenons l'exemple de ce programme, ça n'a pas fonctionné. Donc il y a des gens qui m'ont suivi, qui me font confiance, qui ont été déçus. Mais encore une fois, ça fait partie du game. Quand j'ai commencé, quand j'ai voulu entreprendre le chemin que j'ai entrepris, donc créer une société qui a pour but de partager les opportunités d'investissement dans la finance, je savais qu'au bout d'un moment, j'allais être confronté sur des choses, sur des faits des choses que j'avais partagées qui n'allaient pas fonctionner. C'est inévitable. Il faut les accepter, tu vois. Mais en tout cas, ce qui compte le plus, c'est qu'aujourd'hui, chacune des personnes qui me font confiance, qui ont été satisfaits ou d'autres qui ont été déçus parce que des fois j'ai fait des erreurs. Dieu merci, j'ai fait plus de bonnes choses que d'erreurs. Aujourd'hui, continuent de nous suivre parce que, et ça c'est la chose la plus importante dans la finance, c'est d'être transparent, tu vois. Un fonds d'investissement, il promet tel rendement à l'année à ses investisseurs, il ne tient pas ce rendement. Mais par contre, si au bout de 6 mois, il dit bon, il envoie un mail à tous ses investisseurs. Bon les gars, je vous rassemble sur un Zoom. Alors là, je vais vous dire, je vous ai promis 20% cette année. On va pas pouvoir les faire parce que là, il se passe telle chose au niveau de la conjoncture économique, au niveau des traders et tout. Il y a une restructuration, on ne fera pas 20 points. Par contre, on va en faire 6. Alors oui, c'est pas la promesse initiale. Par contre, je vous le dis, voilà, on va tout faire pour que ça se... là, les investisseurs, ils sont rassurés, tu vois. Ils se disent, ah ouais, ok. Par contre, VS, un mec qui dit bon, cette année, on va doubler le capital. Et au bout de 3 mois, les comptes sont à 0. Et il n'y a plus personne qui parle. Ah non, tu vois. Donc, la philosophie la plus importante à adopter, c'est de toujours être présent. Et c'est les choses qu'on fait depuis le début ensemble. Tu vois. Et je pense que c'est aussi quelque chose d'essentiel. C'est cette notion finalement de transparence. Et tu l'as dit juste avant, où il faut rester très transparent sur quelles sont les coulisses de la création des programmes, quelles sont les coulisses sur les déboires qui ont pu arriver. Et c'est vrai que sur ce programme-là en particulier, et je pense que c'est vraiment important de le citer, le Trading Rentier Pro, il y a eu pas mal de déboires depuis le début jusqu'à la fin. C'est vrai que c'est une aventure qui a duré 1 an. Il y a eu
de résultats générés. Certaines personnes ont quadruplé leur capital et ont pu retirer ce capital-là. Pour un rappel, pour les personnes qui connaissent peut-être pas ce programme-là en particulier, c'est un programme dont la promesse était de générer 5 à 15% par mois. Donc voilà, dans cette fourchette-là. C'est un programme qui a fonctionné par période, je dirais, où finalement il y a eu un moment où beaucoup de personnes ont généré beaucoup de résultats et ensuite il y a eu un down, donc ce qu'on appelle le fameux drawdown. Et ensuite, ces personnes-là ont pu expérimenter de nouveau un multiplicateur de capital assez important, x3, x4. Enfin, voilà, quand on le compare à la finance institutionnelle, c'est absolument énorme. Qu'on ait un fonds d'investissement basé sur des index, donc le S&P 500, sur le Dow Jones, sur plein d'index assez importants, c'est absolument énorme. Si on le compare alors, à un livret A, alors là c'est lunaire en termes de rendement. Mais c'est ça, faut recontextualiser, c'est-à-dire que on parle d'investissement à haut rendement, d'accord ? Exactement. Et ça, on l'a toujours revendiqué, c'est que on fait de l'investissement à haut rendement. On parle de faire entre 30 à 100% de son capital à l'année sur l'intégralité des opportunités qu'on propose. Exactement. Là où je veux en venir, donc on met pas 100% de son patrimoine sur des opportunités qui font 30 à 500% de rendement à l'année. Tu vois. Exactement. Et là où je veux en venir, c'est que voilà, dans la finance institutionnelle, même dans la finance un peu, on va dire background, si on peut l'appeler comme ça, il y a beaucoup d'acteurs, énormément d'acteurs, que ce soit du côté broker, que ce soit du côté présentation d'investissement. On voit Booba en ce moment qui dénonce beaucoup d'influx voleurs. On voit des signaux de trading à gauche, à droite, des influenceurs qui vont vraiment push des opportunités d'investissement qui peuvent être plus ou moins risquées, sans pour autant dénoncer ou du moins être transparent sur cette notion de risque. Et une chose qui est essentielle, et je pense sur ce programme-là, et je pense que c'est important de le clarifier, c'est ces opportunités d'investissement-là viennent avec son lot de risques. Oui, ça, c'est important, mais également son lot d'acteurs qui ne vont pas forcément dans les intérêts de l'investisseur. Et ça, c'est quelque chose duquel on a parlé dans beaucoup de podcasts. On a parlé des opportunités MLM, on a parlé des opportunités d'investissement multiples, où finalement, beaucoup de personnes vont favoriser leur enrichissement personnel sans pour autant prendre en compte l'intérêt du consommateur final, l'intérêt de l'investisseur final qui, lui, fait vivre ces business-là. Et moi, je pense que c'est vraiment important de mettre en alerte toutes les personnes qui investissent sur plein d'opportunités. Certaines personnes jouent contre les intérêts de certains. Oui. Et nous, on a toujours mis un point d'honneur, du début jusqu'à la fin, de faire en sorte de servir les intérêts du consommateur lambda, de la personne qui arrive en bout de chaîne, qui profite d'une opportunité parce que n'a pas forcément les connaissances, n'a pas forcément le bagage technique ou même intellectuel de savoir ce qui se passe dans l'arrière de ces coulisses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en paye les frais. Et ça, c'est évident, c'est qu'on en paye les frais de certains déboires qu'on a pu avoir sur ce programme-là. Et je pense que c'est important de clarifier aussi que ces déboires-là font partie d'un écosystème où il y a énormément de requins. Et s'il y a bien une leçon à tenir, et on le voit à travers ton histoire, certaines personnes vont vendre des coachings, vont vendre des accompagnements à des prix exorbitants, ou peut-être on ne s'y retrouve pas en termes de valeur, ou peut-être on ne s'y retrouve pas en termes de retour sur investissement promis, où la promesse finalement est là d'un aspect marketing, est là pour un aspect, c'est un hameçon qu'on lance dans le lac, tu vois, pour appâter le poisson, et derrière, il se trouve qu'il y a un hameçon, et derrière, on se fait tirer la gueule. Et je pense que c'est vraiment important de se dire, chez qui est-ce qu'on va faire confiance ? Quel est le track record de cette personne-là ? Pas non seulement sur le track record financier, mais également sur le track record réputationnel, sur quelles ont été les actions mises en place quand il y a eu des choses qui ont été faites très bonnes. Et je pense que c'est assez facile de parler lorsqu'il y a eu des succès, c'est très facile de parler lorsqu'il y a eu énormément de résultats. Ça, n'importe qui peut le faire, on se dire « Waouh, les gars, il y a eu 20% cette semaine, c'est extraordinaire, allez, il faut le mettre. » Bien sûr. Mais quand
il y a des déboires, quand il y a des problématiques, Qui est là, quand tu il y a de vois. la merde, qui est là? Et Dieu sait que j'ai eu affaire à pas mal d'acteurs dans le milieu de l'influence finance, tu vois, des gens qui revendiquent, qui partagent des opportunités. La réalité, c'est que quand tout va bien, tout le monde se montre, et quand ça commence à aller moins bien, on voit plus personne, tu vois. Exactement. Et moi, je veux dire, j'ai aucun souci à assumer, je veux dire, mes difficultés. D'ailleurs, j'ai toujours été présent pour mes clients. J'ai toujours assumé les difficultés ou les erreurs que j'ai fait parce que je suis humain, encore une fois, tu vois. C'est encore une fois, je reviens quand tu expérimentes en public. Moi, quand je teste quelque chose de nouveau, je le teste en public. Et quand ça marche pas, ah ben oui, mais comment ça Bah oui, non mais mec, je suis un être humain, comme toi, je teste. Ça marche pas, bah ça marche pas, c'est pas grave, tu vois. Encore une fois, un bon investisseur, quand il teste, il met pas 10%, 30% de son patrimoine, tu vois. Moi, quand je teste une opportunité, je mets 1% ou 2% de ce que j'ai en cash, tu vois. Et quand ça marche, ah bah all-in, ah bah allons-y alors. Mais si ça a marché pendant 6 ou 12 mois précédents, ça veut pas dire... Encore une fois, l'investissement, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Ouais. Et ça, c'est important de le rappeler. Donc oui, il y a quelque chose qui a peut-être fonctionné pendant des années pour moi. Et quand je vais le partager, ça a été le cas de Trading Rentier Pro, ça a fonctionné. Moi, j'ai été rentable pendant des années sur le Forex. Et quand je l'ai partagé, ça a marché 4 mois. Et après, boum. Eh ben écoute, oui. Mais quand j'ai commencé à partager publiquement ce service, que ce soit les conseillers ou même moi, on a toujours dit aux clients et revendiqué activement que il fallait investir une partie cohérente de leurs capitaux. Et je pense que quand tu fais de l'influence dans la finance, quand je dis de l'influence, c'est que quand tu es une personne qui est publique, qui a une communauté, tu te dois d'avertir ta communauté des risques. Tu vois, je pense que c'est fondamental. Il y a une notion importante, c'est la notion de passivité. C'est que lorsqu'on reste passif face à tout ce qui se passe, on finit par perdre également plus. Et on parlait initialement de la prise de risque, de cette notion de... Il y a un moment où il faut y aller. Il y a un moment où pour avoir un résultat donné, il faut également... Certains parlent de la notion de sacrifice, d'autres parlent de la notion de passer à l'action. Il faut passer à l'action et je pense que ça fait aussi partie de la vie d'un être humain qu'il faut tenter des choses, essayer des choses, expérimenter pour avoir un résultat donné. Et bien évidemment, les choses fonctionnent, certaines fonctionnent, d'autres ne fonctionnent pas. Maintenant, celui qui reste dans la passivité, celui qui reste dans l'attente, aura toujours moins de résultats, selon moi, que celui qui essaye. Parce que celui qui essaye, à un moment donné, va avoir un résultat, et je pense qu'au bout d'1h30 de conversation, c'est ce qu'on peut voir, c'est ce qu'on peut identifier, c'est cette notion, bah voilà, pour avoir un résultat donné, il faut faire des choses, il faut essayer, il faut expérimenter, et lorsqu'on reste dans la passivité, on a le résultat qu'on attend. On a le résultat qui est espéré. Ça veut dire que voilà, si on reste cantonné à un job qu'on connaît, si on reste cantonné à une situation qu'on connaît... On aura les résultats qu'on a toujours eu. Exactement, on a les résultats qu'on a toujours eu. Or, ceux qui essayent vont échouer. Et je pense que c'est quelque chose d'essentiel aussi à mettre en gras, finalement. C'est que ceux qui essayent vont échouer. Et c'est certain. C'est que l'échec fait partie du chemin, les erreurs font partie du chemin. Et que c'est quelque chose d'absolument essentiel à garder à l'esprit. Celui qui essaye va échouer à un moment donné. Va trébucher, va tomber sur une situation qui est désagréable. Mais par contre, le résultat à la fin de la journée va être probablement plus grand que ceux qui n'essayent pas. Ceux qui sont dans la passivité. Donc, comment faire pour passer de la passivité à l'action? Comment faire pour passer de l'inactivité à l'activité? C'est de faire en fait, tu vois, il n'y a pas 10 000 solutions. Au bout d'un moment, si tu ne décides pas de refuser définitivement ta situation, il ne se passera rien, tu vois. Moi, ce qui m'a permis de développer mon business, d'aller dans un chemin qui me correspondait, et c'est parce que j'ai décidé de refuser un schéma auquel on me prédestinait, tu vois. Il faut décider de refuser. Et tant que tu ne décides pas de refuser,
Un investissement, c'est pareil, c'est que tu peux décider de garder ton argent sur un compte en banque et qui te rapporte 2% par an, ou tu peux décider de prendre une partie de cet argent et de tester, de te former, parce que se former, se faire accompagner par les bonnes personnes, c'est les deux choses les plus importantes, et d'expérimenter. Et soit ça se passera bien, soit tu apprendras. Mais l'erreur est ton allié, tu vois. L'échec est ton allié. De toute façon, il te permettra d'apprendre et de faire mieux par la suite. Sur cette belle note, je pense qu'on va pouvoir terminer là-dessus. Il faut essayer, il faut expérimenter, il faut tenter, parce que finalement, c'est la seule chose qui produit du résultat. Si tu avais un mot de la fin à donner à l'ensemble des personnes qui visionnent ce podcast. Je dirais, peu importe d'où vous venez, peu importe l'âge que vous avez, peu importe votre culture, votre origine, dans la mesure où vous êtes déterminé, que vous êtes prêt à faire tout ce qui doit être fait. Et je dirais même au-delà de ça, pas faire tout ce qui doit être fait, faire tout ce qui est nécessaire et approprié. Et que vous êtes prêt à faire tout ce qui est nécessaire et approprié pour accomplir vos objectifs, à faire preuve de suffisamment de patience, de persévérance et de résilience et d'audace. Et quand je dis d'audace, c'est de vous entourer des bonnes personnes et d'oser faire confiance à des gens qui ont plus de résultats que vous, avec la patience, la remise en question et l'exécution. Parce qu'il ne faut pas oublier l'exécution, mais il faut pas oublier que c'est l'action qui produit du résultat. Donc, vous pouvez penser, rêver, attendre, mais si vous n'agissez pas, il ne se passera rien. Eh bien, si vous ajoutez tous les critères que je viens de vous énoncer et que vous êtes suffisamment persévérant, le résultat est inévitable. Voilà. Et en tout cas, moi, je voulais te dire, Jo, c'est la première fois que je partage ouvertement mon histoire de cette manière-là, en vidéo. Ça n'a pas été un exercice facile. Ah, c'est clair. Mais je suis content de l'avoir fait avec toi parce que tu es une personne en qui j'ai confiance, tu es mon bras droit, tu es mon ami. Et je ne l'aurais pas fait avec n'importe qui. Et tu vois, ça a pris 5 ans. Tu vois, mine de rien, parce que ça fait quand même depuis 2017 que j'ai créé ma chaîne YouTube et j'ai jamais fait cet exercice-là. Et j'ai pris beaucoup de plaisir. Il y a encore beaucoup de choses à dire. C'est pour ça qu'il faut rester connecté à la chaîne YouTube parce qu'il y a encore beaucoup de contenu qui va arriver. J'ai pris beaucoup de plaisir. J'espère que ça vous aura permis d'en apprendre encore plus sur moi parce que je ne suis pas forcément une personne qui, de prime abord, va faire cet effort naturel J'ai jamais vraiment parlé et raconté un petit peu mon histoire au grand public. Ça a été une première expérience pour moi ce soir et je te remercie. Ça a été un plaisir et voilà. Plaisir partagé. Et en tout cas, on vous retrouve d'ici quelques jours, les amis, pour un nouveau podcast sur la chaîne. Et on n'oublie pas, les amis, parce que évidemment, je sais, je le fais à chaque fois, mais je ne cesserai de le refaire. Si vous avez apprécié ce contenu, si vous avez aimé la qualité de l'échange, n'hésitez pas pour nous encourager et pour donner de la force, vous abonner à la chaîne, liker et à réagir en commentaire, que ce soit en accord ou en désaccord. Je réponds personnellement en commentaire. Je vous remercie de votre confiance, votre fidélité et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Zero to Hero. À très bientôt. Ciao. Ciao.